Bonjour, bienvenue sur cette vidéo. Je m'appelle Vincent Grippon, je suis chargé de recherche à IMT Atlantique. Et cette vidéo est enregistrée parce que je devais donner une conférence dans le cadre de l'Université du Temps Libre à Brest. Malheureusement, on est fin 2020, les conditions sanitaires ne permettent pas d'organiser un tel événement. Et donc, du coup, on a décidé plutôt que je m'enregistre. Donc, malheureusement, je ne vais pas pouvoir faire cette conférence en présentiel devant vous. Je m'en excuse parce que j'aurais bien sûr préféré plus d'interactions et je pense que vous aussi, c'est plus agréable de pouvoir discuter, poser des questions, interagir. Ça va être un exercice difficile pour moi de parler devant une caméra pendant 1 heure à peu près. J'espère que ça va vous intéresser. Si vous avez des questions, des commentaires, n'hésitez pas à utiliser l'espace sous la vidéo pour vous exprimer. Et j'espère quand même que vous avez trouvé ça intéressant. Alors, le sujet de ma présentation, c'est l'intelligence artificielle aujourd'hui et demain. Donc l'objet en fait de la présentation, c'est assez clair, hein. D'abord définir ce dont on parle quand on parle d'intelligence artificielle. Je préfère être prudent et dire tout de suite que c'est un point de vue personnel. Le terme est très loin de faire consensus aujourd'hui. Il y a différentes communautés qui travaillent dessus. C'est vraiment un point de vue subjectif. Mais voilà, je vais essayer de vous expliquer pourquoi on en parle autant depuis une dizaine d'années, qu'est-ce qui a changé au fond, qu'est-ce qu'on est capable de faire, comment ça marche. Ma deuxième partie, elle va s'intéresser davantage aux limites de la technologie. En gros, je crois que j'ai identifié à peu près une petite dizaine de problèmes qui aujourd'hui restent non résolus et qui sont autant de freins au développement de ces technologies et à son adhésion pour des applications pratiques. Et puis j'aurai une troisième partie, bien que ce soit pas du tout ma spécialité, je tenais à parler un peu des questions que la technologie pose à nos sociétés, aux enjeux éthiques, aux enjeux sociétaux donc. Et donc c'est pas ma spécialité, mais j'entends souvent des gens en parler, dont c'est la spécialité, et je suis parfois un petit peu gêné par le fait que beaucoup des personnes que j'entends s'exprimer sur le sujet semblent ne pas vraiment connaître la technologie, ce qu'on est capable de faire aujourd'hui avec, et donc s'attaque davantage à un fantasme de ce que serait l'intelligence artificielle qu'à la réalité de ce que c'est aujourd'hui. Donc je vais essayer de vous donner le point de vue d'un technicien, hein. Encore une fois, je ne suis pas chercheur en sciences humaines, en sociologie, je ne suis pas philosophe, mais voilà, je vais vous partager ma vision de ce qui se pose comme problème éthique aujourd'hui. Donc pour commencer, on va parler de c'est quoi l'intelligence artificielle, pourquoi on en parle autant, comment ça marche. Alors d'abord, la première partie de ce que je vais aborder, c'est on parle souvent d'une intelligence artificielle. Au fond, il y a plein de conceptions différentes de ce qu'est l'intelligence artificielle. Je vais essayer dans un premier temps de revenir un peu à comment on est arrivé à ce qu'on a aujourd'hui. Donc l'intelligence artificielle, c'est un terme qui est très ancien, hein. Je crois, vous connaissez probablement l'anecdote de l'automate qui a été présenté à la cour du roi pour jouer aux échecs, qui était en réalité un humain déguisé. Bon, tout ça montre qu'en fait, ça fait très longtemps que l'humain se pose la question de programmer des machines qui permettent de répondre à des tâches qui demandent, chez l'humain, en tout cas, une forme d'intelligence. En tant que communauté scientifique et que discipline scientifique, c'est beaucoup plus récent en fait. Souvent, on prend la conférence de Dartmouth en 1956 comme le point de départ. Bon, c'est un peu difficile de déterminer un point de départ en histoire en général et dans l'histoire des sciences en particulier, mais bon, bref. Souvent, les gens se disent en 1956, c'est à peu près le moment où ça a commencé à prendre. Et cette conférence, il y a eu des tas de gens très influents qui par la suite vont créer des laboratoires, vont créer une discipline scientifique vraiment à part entière. Et donc, c'est à peu près dans les années 50 que tout ça prend forme. C'est pas surprenant. Pourquoi les années 50 ? Parce que l'informatique en tant que technologie commence à véritablement apparaître. La théorie est déjà assez ancienne et il y a des résultats fondamentaux qui sont connus. Par ailleurs, on a réussi à proposer des premiers modèles mathématiques du fonctionnement d'une neurone et on peut fantasmer à l'époque que si on est capable de comprendre mathématiquement ce que fait un neurone, si on peut utiliser une machine pour programmer exactement ce que fait un neurone, on pourra faire une machine qui va simuler un cerveau. Et si on a une machine qui simule un cerveau, eh ben,
on va pouvoir faire tout ce que le cerveau est capable de faire. Alors c'est un fantasme, on le sait très bien aujourd'hui avec le recul. On va essayer de comprendre dans cette présentation pourquoi c'est pas forcément la bonne façon de prendre, de voir les choses. Donc cette conférence de Dartmouth, elle fait naître la communauté scientifique et très rapidement, en fait, on va contextualiser ça par rapport donc, aux années 50, c'est-à-dire l'intelligence, on ne sait pas ce que c'est. Autant dire que les sciences humaines dans les années 50, c'est vraiment la préhistoire. L'informatique, je l'ai dit, au moins en tant que technologie, c'est la préhistoire. Et surtout, on ne voit pas du tout ce que ça va devenir à la fin du siècle. On a une idée que très approximative de tout ça. Et donc forcément, dans un contexte aussi ambigu, quand on parle d'intelligence artificielle, on ne sait pas vraiment ce qu'on fait. Et ça va avoir des répercussions dramatiques sur la communauté, parce que pendant très longtemps, on va s'attacher justement à essayer de faire avec la machine ce que les humains ont du mal à faire avec leur intellect limité. Sauf que la raison pour laquelle ce n'est pas une bonne idée, c'est que la machine, elle ne fonctionne pas du tout comme fonctionne le cerveau humain. Et ça ne vous aura pas échappé. Notamment, pour un cerveau humain, calculer, c'est très compliqué. Faire des opérations, des additions, des multiplications, c'est très compliqué, mais même des opérations plus complexes avec des formules abstraites, c'est très compliqué. Et en particulier, jouer à des jeux comme les échecs, qui sont des jeux qui, pour l'humain, demandent très clairement une forme d'intelligence. C'est très compliqué pour un cerveau humain de se positionner dans un jeu d'échecs, d'imaginer les combinaisons de parties possibles, les coups de l'adversaire, de comprendre sa stratégie, de comprendre comment faire pour éviter de se faire avoir. C'est des questions vraiment très complexes pour un cerveau humain, mais pour une machine, c'est différent. Parce qu'une machine, comme elle calcule très vite et très bien, elle peut aller explorer toutes les possibilités, ce qu'on appelle l'arbre des parties, pour aller voir qu'est-ce qui peut se passer si je joue mon pion là, quel est l'ensemble des parties qui peuvent arriver, et finalement regarder ça pour tous les coups possibles et dire voilà, c'est ça le coup qui, a priori, marche le mieux. Alors, tout ça, donc, c'est l'anthropocentrisme. Et l'anthropocentrisme, c'est vraiment ce qui va marquer l'intelligence artificielle au XXe siècle. Alors, notamment, vous connaissez peut-être ce qu'on appelle le test de Turing. Donc, Alan Turing, vous connaissez probablement, je ne vais pas en parler, il est représenté ici à gauche. Et notamment, une question qui va se poser assez vite, comme on ne sait pas trop ce qu'on fait, c'est comment on saura qu'on a fait ce qu'on pensait faire. Et en particulier, à partir de quel moment on va pouvoir dire cet algorithme est intelligent, alors que celui-ci avant ne l'était pas. Donc un test qui est proposé par Alan Turing, c'est, à l'époque, on envisage par exemple de façon épistolaire, on va avoir d'un côté des humains, et de l'autre, des individus qui peuvent soit être des humains, soit être des machines. Et l'idée, c'est donc d'avoir des correspondances entre les êtres humains d'un côté et les individus dont on ne sait pas ce que c'est de l'autre. Et une fois que la correspondance a duré suffisamment longtemps, poser la question aux êtres humains, est-ce que vous étiez face à une machine ou est-ce que vous étiez face à un être humain? Et si finalement ces êtres humains ne savent pas différencier, ça veut peut-être dire qu'ils font face à un algorithme qui a une forme d'intelligence. Alors c'est très naïf comme façon de voir les choses, vu par le prisme de quelqu'un qui vit au XXIe siècle. Mais évidemment, c'est très malin pour quelqu'un qui vit au XXe siècle, c'est une bonne façon de voir les choses. Mais encore une fois, c'est une façon qui est très anthropocentrée. On est encore sur cette question de la machine versus le cerveau. Dans la même veine d'idées anthropocentriques, il y a tout ce qui est l'ère de la robotique. La robotique va pendant très longtemps alimenter des fantasmes d'intelligence artificielle. Notamment, on va avoir toutes sortes de théories sur le fait qu'il faut incarner les algorithmes dans des corps pour qu'ils puissent vraiment développer une intelligence. Il y a tout un champ des sciences cognitives qui parfois vont au-delà des sciences, ça peut même être de la philosophie, qui vont se questionner sur véritablement comment on fait pour reproduire un être vivant qui ressemble à l'être humain avec les machines. Alors je l'ai dit, oui, tout ça c'est très joli au XXe siècle, ou en tout cas au milieu du XXe siècle, mais très rapidement ça va se casser les dents. Et ça va se casser les dents parce que c'est très mal posé comme problème. Déjà, on va se rendre compte beaucoup plus tard que ce qu'on pensait à peu près comprendre, le fonctionnement des neurones, notamment, on ne comprend pas tant que ça. Le cerveau reste un grand mystère, y compris en 2020. Et donc, en fait,
comme on ne sait pas comment fonctionne le cerveau, on ne peut pas reprogrammer un logiciel qui fait ce que fait le cerveau. Il va y avoir des tentatives, hein, sans aller jusqu'à la description au niveau du neurone. En sciences cognitives, il y a des modèles qui vont être proposés, qui sont des modèles plutôt psychologiques, où on va être à un niveau de description qui ne descend pas à la biologie du neurone. Là aussi, on va être très loin d'être capable d'expliquer véritablement comment fonctionne le cerveau, et notamment, ces modèles ne permettent pas derrière de reprogrammer une machine qui fait la même chose. Donc tout ça échoue, et va être la cause de ce qu'on va appeler plus tard l'hiver de l'intelligence artificielle, c'est-à-dire véritablement des périodes. En fait, il y en a eu plusieurs hivers, mais ce n'est pas très important. Ce qui est important, c'est de comprendre qu'il va y avoir ces périodes prolongées pendant lesquelles les communautés scientifiques vont se désengager de cette question d'intelligence artificielle, parce qu'elles vont se rendre compte qu'en fait, c'est pas ce qu'on pensait, que c'est mal posé, et que c'est pas un vrai problème scientifique sur lequel on peut avancer. Donc tout ça va faire qu'il va y avoir des remous assez importants au XXe siècle. Et malgré le fait que la fin du XXe siècle marque la victoire d'un algorithme face à un champion d'échecs humain, ça ne va pas suffire à faire renaître de ses cendres la discipline. Et notamment, moi, j'ai étudié au début des années 2000, hein, et à l'époque, dire qu'on faisait de l'intelligence artificielle, c'était honteux. Vraiment, on ne pouvait pas vraiment aller voir des collègues sérieusement en disant moi je fais de l'intelligence artificielle, parce qu'on était pris pour un rigolo. Et à juste titre, parce que, encore une fois, à l'époque, hein, quand on faisait de l'intelligence artificielle, on travaillait sur quelque chose qui n'était pas forcément bien défini, et du coup, qui s'éloignait un peu des sciences. Alors ça peut être très intéressant en tant qu'expérience de pensée, ça peut être très intéressant d'un point de vue philosophique, mais pour un scientifique, c'est quelque chose qui, à l'époque en tout cas, était un petit peu hors des clous. Alors tout va changer en fait, à cause de, ou grâce à l'ère de l'information et des données. Donc, comme vous le savez, années 90, c'est vraiment l'explosion d'Internet. Début des années 2000, presque tout le monde a Internet, et ça change considérablement l'informatique. L'informatique va changer en profondeur. Elle va tellement changer en profondeur qu'en 2020, donc à l'heure où j'enregistre cette vidéo, et sûrement en début 2021, je ne pense pas que d'ici une semaine, les choses auront beaucoup changé. C'est encore très compliqué, hein. L'informatique a du mal en tout cas en tant que science, à vraiment comprendre ce changement de paradigme, où on ne voit plus les choses de la même manière. Ce qu'il faut comprendre, c'est que l'informatique, ce n'est pas une science qui naît de nulle part. Ce n'est pas un truc qui apparaît au XXe siècle et ça n'existait pas avant. En fait, l'informatique, elle naît d'une branche des mathématiques qu'on appelle les mathématiques discrètes. Les mathématiques discrètes, je ne vais pas en parler beaucoup, hein, grosso modo, c'est les mathématiques qui s'intéressent à des objets qu'on peut compter, qu'on peut lister. C'est des mathématiques qui sont particulièrement difficiles, parce que, en fait, quand on peut regarder ces objets un à un, ça veut dire quelque part qu'ils sont tous très différents les uns des autres. C'est très difficile d'avoir des résultats, des théorèmes puissants sur ce type de représentation des objets. Donc les mathématiques discrètes sont particulièrement réputées comme étant assez difficiles. Et donc l'informatique naît de ça. Tout ça fait que l'informatique, c'est pas, comme on le présente parfois, hein, une science qui apparaît au XXe siècle. Hein. C'est quelque chose qui s'inscrit dans une lignée beaucoup plus ancienne, beaucoup plus profonde. Et notamment, l'informatique du XXe siècle, elle se voit comme une science du calcul. C'est-à-dire qu'elle part du principe qu'on s'intéresse à ce qu'on est capable de calculer et de ne pas calculer, et comment on fait pour calculer concrètement. Donc, comment on fait au XXe siècle de l'informatique? On a un problème. On appelle ça un problème, comme en mathématiques. C'est-à-dire qu'on cherche à faire quelque chose. Et en général, ce qu'on cherche à faire, on va l'exprimer comme voilà ce que j'ai en entrée. Et mon algorithme apparaît, il fait des choses, il manipule des choses. Et voilà ce que j'obtiens en sortie. Et donc, mon problème, ça correspond à dire j'ai telle entrée, je veux telle sortie. Comment je fais en sorte de construire quelque chose qui va transformer mes entrées en les sorties que j'attends? Si on prend l'exemple du jeu d'échecs, c'est assez simple. Hein. L'entrée, ça va être le plateau, la configuration actuelle du plateau avec les pions blancs, les pions noirs. Et puis, la sortie, ça va être quel coup jouer pour maximiser les chances de succès. Alors ça, c'est un point de vue calculatoire, au sens où
la seule façon de répondre au problème quand on le pose comme ça pour l'informatique du XXe siècle, ça consiste à enchaîner des opérations, des calculs. Donc par exemple, à faire ce que je disais tout à l'heure, c'est-à-dire envisager l'arbre de toutes les parties possibles et regarder, voilà, si je joue là, qu'est-ce que mon adversaire peut faire, et ensuite qu'est-ce que je peux faire, et ensuite qu'est-ce qu'il peut faire. Et ça, c'est une combinatoire énorme, mais c'est pas grave parce que l'informatique calcule vite, et on va essayer de trouver le meilleur coup à jouer. À la fin du XXe siècle, l'ère des données, l'ère de l'information, Internet arrive, et on commence à se rendre compte que peut-être il y a d'autres façons de regarder l'objet informatique. Peut-être que, par exemple, pour jouer aux échecs, la bonne façon de procéder, c'est pas forcément d'aller calculer toutes les possibilités dans toutes les configurations possibles. Peut-être que la bonne façon de procéder, ça consisterait plutôt à aller se poser la question face à une configuration donnée, est-ce que cette configuration est connue? Est-ce que, par exemple, vous savez peut-être que dans les échecs, il y a des livres entiers de configurations connues, des configurations dans lesquelles on sait quoi jouer, on sait c'est quoi la meilleure stratégie possible. Ça ne sert à rien de recalculer dans ces situations-là. Plutôt que d'aller recalculer, on peut peut-être tout simplement essayer d'identifier. Est-ce que là, ça ne correspond pas à telle situation? Ça correspond à telle situation, je sais quoi jouer. Et du coup, je n'ai plus besoin de calculer. J'ai transformé ce besoin de calcul en aller chercher une information disponible quelque part, alors sur Internet, dans une base de données. Bref, ça a déjà été calculé, ça a déjà été analysé, étudié, et j'ai peut-être pas besoin de reproduire ce calcul moi-même. Donc il y a un grand glissement sémantique de l'informatique qui va s'opérer donc vraiment à la transition des siècles, et je pense qu'on est encore bien dedans, même encore en 2020 malheureusement. Ça prend beaucoup de temps à s'opérer dans les communautés scientifiques, de comprendre ça, de comprendre qu'on n'est plus dans une ère du calcul seulement, on est aussi dans une ère de gestion des données, traitement des données, et de recherche de ce qui a déjà été fait, de combinaison de ce qui a déjà été fait. Donc ça, je le disais, ça change tout. Ça change tout parce que maintenant, si on repense par exemple le test de Turing, où je vous rappelle, il fallait différencier des humains et des machines, là, c'est beaucoup plus simple de faire une machine qui ressemble beaucoup à un être humain, parce qu'en fait, la machine, elle peut par exemple regarder qu'est-ce que vous lui avez écrit, aller chercher dans l'historique de toutes les conversations disponibles sur Internet, regarder s'il y a une conversation qui ressemble. Et à ce moment-là, elle va regarder ce qui a été répondu ensuite, donc par un être humain à l'époque, et elle va vous le représenter comme si elle venait de l'inventer. Et là, ça va être très compliqué pour vous de détecter que effectivement, c'est pas un être humain, parce que en fait, le texte qu'elle va vous envoyer, ça sera un texte qui a été rédigé par un être humain. Si elle fait bien son travail, ce sera à peu près cohérent avec le contexte, et il va falloir une conversation assez longue avant que vous soyez capable de détecter que ouais, là il y a des trucs quand même bizarres, c'est pas cohérent. Bref, c'est probablement un algorithme et pas un être humain. Donc il y a deux idées qu'il faut retenir qui sont très importantes de ce début de présentation. La première, c'est que l'intelligence artificielle du XXe siècle, elle est anthropocentrée. Et ça, c'est une erreur. L'intelligence, c'est quelque chose qui est subjectif, qui dépend de ce dont on parle. Ce n'est pas la même chose l'intelligence pour un être humain que l'intelligence pour une machine. Jouer aux échecs, c'est simplissime pour une machine. Enfin, ça demande quand même beaucoup de puissance de calcul. Mais disons que la machine peut être programmée pour gagner à tous les coups. C'est juste que pour l'instant, avec la puissance des processeurs qu'on a, ça lui prendrait beaucoup de temps avant de jouer un coup. Et vice-versa. Il y a des choses que l'humain sait faire, et on va y revenir ensuite. Et pour les machines, c'est incroyablement complexe. Et pour les machines, ça va demander une forme d'intelligence. Alors, justement, c'est quoi l'intelligence artificielle aujourd'hui? Alors, vous avez sûrement eu l'occasion de lire ou d'entendre parler de ce qu'on appelle l'apprentissage profond. Alors, peut-être, si vous n'en avez pas entendu parler, c'est pas grave, on va en parler maintenant. Mais c'est concrètement vraiment ça qui va faire renaître le terme d'intelligence artificielle au début des années 2010, et c'est la raison pour laquelle on en parle autant aujourd'hui. Donc je vais essayer de vous expliquer qu'est-ce que c'est en gros. Alors déjà, l'apprentissage profond, ça fait partie d'un domaine de l'informatique beaucoup plus large qui s'appelle l'apprentissage automatique. Alors l'apprentissage automatique, c'est très intéressant. C'est une vision des choses qui justement n'était pas majoritaire, n'était vraiment pas ce qui dominait le XXe siècle.
Mais dès le XXe siècle, il y a des gens qui disent peut-être qu'en fait, on fait fausse route. Peut-être que quand on est face à un problème, et la seule façon de le résoudre, ce n'est pas forcément de faire appel à un expert humain, demander à l'expert humain comment on fait pour passer de l'entrée à la sortie, il faut qu'il réfléchisse, il faut qu'il trouve les bons modèles mathématiques, et il faut qu'il programme ça ensuite. Ça, c'est ce qu'a fait l'informatique classique du XXe siècle. C'est ce que font encore aujourd'hui beaucoup d'informaticiens. Et ça a donné des choses extraordinaires. Je veux dire, quasiment tous les progrès d'informatique du XXe siècle, c'est comme ça que ça fonctionne. Alors, ça a plein d'avantages de voir les choses de cette manière-là. Si quelque part l'intelligence est déportée chez l'humain qui programme la machine, c'est-à-dire que ce n'est pas la machine qui fait quelque chose. La machine, elle, c'est juste un substrat sur lequel on va assembler des éléments, et après, elle va se contenter de lancer les algorithmes qu'on a programmés. La machine elle-même ne fait preuve d'aucune intelligence. C'est l'être humain derrière qui doit tout faire. L'être humain, il doit comprendre le problème, il doit exprimer la solution, il doit la programmer. Donc ça, c'est génial, encore une fois, parce que déjà, si l'être humain fait bien son travail, on a des garanties mathématiques, par exemple. On peut prouver que l'algorithme va bien faire ce qu'on pense qu'il va faire. Ça, c'est un truc qui est assez important quand, par exemple, il faut piloter un avion, quand il faut prendre des décisions qui peuvent avoir des répercussions graves sur la vie des gens. C'est aussi très intéressant parce qu'on a une idée précise de la façon dont l'algorithme fonctionne. Donc en particulier, on peut facilement comprendre si jamais il se trompe, enfin facilement, tout est relatif, mais en tout cas, on peut essayer d'aller comprendre. On peut se dire, ah ben, on a fait une erreur quelque part, où est-ce qu'est l'erreur, essayer de trouver la source de l'erreur. Et c'est quelque chose qui, évidemment, est extrêmement important pour des tas d'applications encore. Mais ça a une énorme limite. C'est que s'il n'y a aucun humain sur la planète qui sait comment répondre à votre problème, eh ben, vous ne pouvez pas programmer une machine pour y répondre. Or, il y a des tas et des tas de problèmes pour lesquels aucun humain sur la planète ne sait comment les résoudre. Et alors, ce qui est marrant, c'est que ce n'est pas forcément des problèmes compliqués. Alors, on pourrait se dire, bah oui, évidemment, s'il s'agit de résoudre des problèmes très théoriques en physique que personne n'a su résoudre, bah oui, on est bloqué, quoi. On ne peut pas demander à l'ordinateur de résoudre ça si l'humain ne sait pas le programmer. Mais en fait, ce qui est marrant, c'est que des problèmes extrêmement simples sont aussi des problèmes pour lesquels on n'a aucune idée de comment programmer une machine pour les résoudre. Et un exemple qui va être un exemple qui va beaucoup occuper les communautés scientifiques du XXe siècle, c'est le problème de la reconnaissance d'objets dans des images. Donc, ça peut être de la reconnaissance faciale, comme sur l'exemple sur le transparent ici. Ça peut être l'exemple qu'on donne souvent, parce que c'est amusant, c'est on donne des photos de chiens, des photos de chats, et voilà, la machine doit dire ça c'est un chien, ça c'est un chat. Alors pour un être humain, c'est très simple. Très simple. A priori, si je vous montre des photos de chiens, des photos de chats, vous allez faire peu d'erreurs. On peut imaginer qu'il y a certaines prises de vue où vous aurez un doute, mais globalement, vous aurez des bonnes performances. Et bien pour un ordinateur, c'est super compliqué. Alors pourquoi c'est compliqué? C'est compliqué parce que une image, pour un ordinateur, c'est un tableau de pixels. C'est typiquement, si vous prenez aujourd'hui une image avec votre appareil photo numérique, c'est des millions de valeurs. Ces valeurs, bah, voilà, c'est des valeurs entre 0 et 1, 0.4, 0.7, 0.8. Et comprendre comment, à partir de ces valeurs-là, on dit c'est un chien, c'est un chat, bah, c'est assez compliqué parce que nous-mêmes, on ne procède pas comme ça. Nous-mêmes, notre cortex visuel extrait toutes sortes d'informations utiles et riches qui peuvent être réutilisées ensuite pour dire bah, ça c'est un chien, ça c'est un chat. Donc encore une fois, si on comprenait le cortex visuel, si on était capable de dire voilà, dans le cerveau, ça fonctionne exactement comme ça, on sait exactement comment ça fonctionne dans le cerveau, bah, on pourrait utiliser l'approche du XXe siècle pour dire bah voilà, mais on va reprogrammer une machine qui va refaire la même chose. Le problème, c'est qu'on ne sait pas exactement comment ça fonctionne dans le cerveau. On a des tas de modèles, on a des idées, on progresse, mais on ne sait pas dire exactement ça fonctionne comme ça. Et donc du coup, bah, on ne peut pas reprogrammer une machine qui fait pareil. Alors du coup, l'apprentissage automatique, ben, c'est des informaticiens qui se sont dit très tôt, hein, ce n'est pas un domaine qui est apparu récemment, hein, c'est un domaine qui est très ancien, mais qui a mis du temps avant de percer, et qui en gros a dit, ben voilà, il y a peut-être une autre solution.
Peut-être que ce qu'on peut faire, c'est dire l'expert humain, lui, ok, il n'a pas forcément de solution, mais il peut dire, voilà, globalement, s'il y avait une solution, elle devrait prendre à peu près cette forme-là. On sait que par exemple, pour reconnaître des objets dans des images, bon, ce qu'il va falloir faire en gros, c'est regarder plusieurs pixels, les mélanger, voir si ensemble ils forment des choses intéressantes, et puis on va réitérer ce processus plusieurs fois, et puis au bout d'un moment, on va reconnaître des choses qui sont intéressantes, comme par exemple des contours, des objets, des contrastes, des textures, et à partir de ça, on va peut-être pouvoir extraire quelque chose qui va nous permettre de dire ça c'est un visage, ça c'est un chien, ça c'est un chat. Mais donc on va juste donner ces règles un petit peu générales. On va dire voilà, bon, c'est à peu près comme ça qu'il faudrait s'y prendre. Maintenant, la façon précise de s'y prendre, je ne sais pas c'est quoi. Et du coup, je vais laisser la machine trouver elle-même. Donc comment je fais ça? Je dis à la machine, voilà, tu peux faire ce que tu veux. Tu peux modifier la façon de faire ça comme tu veux. Et simplement pour savoir si tu te comportes bien ou pas bien, eh bien, je vais te donner un grand tas d'exemples sur lesquels je vais te donner la solution. Donc je vais donner des exemples de photos de chiens et je vais donner des exemples de photos de chats et je vais te dire lesquels sont des chiens, lesquels sont des chats. Maintenant, quand tu vas assembler tes éléments, eh bien, tu vas me dire ça c'est un chien, ça c'est un chat, et tu vas comparer à ce que moi je t'avais dit ce que c'était. Si ta réponse est correcte, c'est que ça se passe bien. Si ta réponse n'est pas correcte, il va falloir que tu modifies la façon dont tu traites ton information pour que la prochaine fois que tu vois la même image, tu prennes la bonne décision. Et ça, c'est ce qu'on appelle l'apprentissage automatique. Donc l'apprentissage, on comprend bien d'où ça vient, parce qu'il y a vraiment cette notion d'entraînement. On va voir des exemples, on va modifier ces mécanismes internes pour mieux correspondre à ces exemples. Et automatique parce que c'est fait par l'ordinateur tout seul. Une fois qu'on l'a programmé, il peut tout seul trouver le bon jeu de valeurs, la bonne façon de trouver la sortie à partir de l'entrée. Alors je le disais, ça existe depuis longtemps cette idée-là. Le problème, c'est que ça ne plaît pas à tout le monde. Notamment, certains puristes de l'informatique n'aiment pas beaucoup cette façon de faire les choses. Parce qu'on peut arriver à un résultat qui est bon. Le problème, c'est que le résultat, du coup, on ne sait pas exactement comment ça fonctionne. Parce que même si on a donné des grandes règles sur la façon dont on allait pouvoir trouver le résultat, ce qui se passe exactement, on ne le comprend pas mieux. Parce que la machine, elle a trouvé sa solution par elle-même. Donc on a accès à cette solution, mais cette solution, elle peut être très complexe. Elle peut prendre la forme de milliers de lignes de code. Ça peut être impossible à lire pour un humain. Donc finalement, on n'est pas tout à fait sûr de ce qui se passe. Et ça peut être problématique, parce qu'encore une fois, si je reprends l'exemple, vous voulez piloter automatiquement un avion, vous avez envie quand même qu'il n'y ait pas des comportements imprévisibles. Donc, bref, toute une partie des informaticiens du XXe siècle se sont opposés ouvertement à cette façon d'aborder les choses, en disant on ne peut pas travailler comme ça. Et l'apprentissage automatique n'a pas vraiment percé au XXe siècle, notamment parce que malgré les promesses ou disons les possibilités de cette façon de voir les choses, il n'y a pas eu de résultat vraiment majeur. Et donc tout a changé, encore une fois, avec l'ère des données. Parce qu'à partir du moment où on a commencé à avoir des tas de données disponibles grâce à Internet, on a commencé à pouvoir vraiment entraîner des systèmes très complexes. On a pu dire, voilà, il va falloir s'entraîner à reconnaître les chiens et les chats, et pour ça, tu vas avoir des milliers, des dizaines de milliers, des millions d'exemples pour essayer de trouver la bonne façon de reconnaître un chien et un chat. Alors, l'apprentissage automatique, c'est très large, je le disais tout à l'heure, je vous ai parlé d'apprentissage profond. Donc, l'apprentissage profond, pour faire simple, c'est une façon possible de faire de l'apprentissage automatique. En gros, l'apprentissage automatique, je vous ai dit, il y a une entrée, donc là, une image, et il y a une sortie qui va être une décision, est-ce que c'est un chien, est-ce que c'est un chat. Et en gros, on va laisser la machine trouver toute seule la façon de passer de l'entrée à la sortie. Alors, le problème quand on pose les choses ainsi, c'est qu'en fait, il y a plein de solutions possibles. Pour associer donc, des photos de chiens et de chats avec la décision chien-chat, il y a trop de possibilités, beaucoup trop de possibilités. Et en fait, si on laisse trop de possibilités, le risque, c'est que la solution qui soit trouvée par l'algorithme soit une solution qui ne soit pas celle qu'on attendait. Notamment, vous pouvez imaginer que si par hasard, toutes les photos de chiens que vous avez prises, c'est des chiens noirs et blancs, et toutes les photos de chats que vous avez prises, c'est des chats qui contiennent au moins une autre couleur, eh bien peut-être que l'algorithme va se dire, ah tiens, en fait, ce qu'il faut que je fasse, c'est reconnaître est-ce qu'il n'y a que du blanc et du noir sur l'animal ou est-ce qu'il y a une autre couleur. Et ça, vous ne voulez pas.
voulez pas qu'il se passe ça, parce que s'il se passe ça, quand vous allez présenter un chien de couleur, il va être reconnu comme un chat. Et donc, il faut quelque part contraindre un peu la façon dont on va passer de l'entrée à la sortie. Et ça, encore une fois, quand on est dans un prisme de quelqu'un qui est au XXe siècle, la façon de voir les choses, c'est de dire il faudrait qu'il y ait un expert qui nous dise c'est quoi une information qu'on peut utiliser, c'est quoi une information qu'on ne peut pas utiliser. Alors, c'est compliqué, encore une fois, parce qu'il n'y a pas vraiment d'expert qui peut être sûr, qui peut dire si la valeur du pixel à la case 387, 684 est plus grande que 0,7, alors il faut faire ça. Enfin, on imagine bien que c'est des choses qui... Voilà, on n'a pas vraiment d'idée sur comment faire ça. Et donc au XXe siècle, il y a des tas de gens qui vont vraiment, et même au début du XXIe siècle, qui vont proposer des algorithmes pour guider un peu les machines et les aider un petit peu à trouver les informations qui sont pertinentes, pour éviter justement qu'elles trouvent des solutions qui ne le sont pas. L'apprentissage profond, qui en fait a été proposé il y a très longtemps, là aussi c'était au XXe siècle, mais c'était très très minoritaire, et c'est vraiment dans les années 2000 qui va exploser. Sa vision des choses, c'est de dire, en fait, peut-être qu'une façon de contraindre qui n'est pas trop restrictive, qui n'est pas trop compliquée, c'est de dire, on ne va pas directement passer de la photo de chien et chat à la décision. Et en fait, on va créer une succession de petits problèmes, de difficultés, on va dire croissantes. Ça n'a pas forcément de sens de dire les choses comme ça, mais on va dire, voilà, on ne passe pas directement de l'entrée à la sortie, on passe par tout un tas de ce qu'on appelle des représentations intermédiaires. Alors ça s'appelle profond parce que voilà, il y a cette notion de on va étirer le problème. On ne va pas aller de l'entrée à la sortie, on va aller de l'entrée à une première représentation, puis à une deuxième. Et parfois, il y a des centaines de représentations avant d'arriver à la décision à la sortie. Alors pourquoi c'est génial comme idée? D'abord, c'est vachement malin parce que du coup, en fait, on peut contraindre ce qui se passe d'une représentation à celle qui suit. Et c'est ce qu'on va faire en pratique, on va contraindre ça à être très simple, très, très, très limité. On ne va pas pour autant forcément contraindre ce qui se passe au final. C'est-à-dire qu'une succession de petites transformations, ça peut donner au final une transformation qui est très complexe. Et donc ça, c'est très intéressant parce que on a des opérations qui vont être simples, qui vont s'enchaîner, mais au final, on va avoir quand même une possibilité d'exprimer tout un tas de problèmes très différents. Une autre chose qui est très intéressante, c'est que, évidemment, la seule chose qu'on connaît, c'est l'entrée et la sortie. Si on dit à l'algorithme, voilà, il faut créer des représentations intermédiaires, on ne sait pas forcément ce qui est censé être contenu dans ces représentations intermédiaires. Donc il y a énormément de degrés de liberté qui est donné sur la façon dont l'algorithme va gérer ces représentations intermédiaires. Alors, je ne vais pas plus aller dans les détails pour l'instant, mais donc c'est ça l'apprentissage profond. C'est cette idée de dire, on ne répond pas au problème d'un seul coup, on décompose le problème en une succession de petits problèmes, et on va tous les résoudre en même temps quand même, mais en considérant qu'ils s'enchaînent les uns avec les autres. Et ça va donner des performances qui vont complètement dépasser tout ce qui avait été fait par avant. Alors notamment, un événement majeur qui va vraiment signer l'arrivée de l'apprentissage profond comme discipline à part entière et qui va être la cause de la raison pour laquelle on parle autant d'intelligence artificielle depuis une petite dizaine d'années, c'est vraiment un challenge qui est proposé par des chercheurs de reconnaître des objets dans des images. Donc exactement comme je disais avec les chiens et les chats, sauf que cette fois-ci, il y a 1000 catégories d'objets. 1000 catégories d'objets, ça commence à être difficile. On ne se rend pas forcément compte, mais c'est difficile. 1000 catégories d'objets, ça veut dire qu'il y a des races de chiens, il y a des objets de nature très différentes, des objets mécaniques, des objets des animaux, bref, c'est incroyablement riche et incroyablement complexe. Donc, ce que vont faire ceux qui ont proposé le challenge, c'est qu'ils vont dire, voilà, on ne cherche pas forcément à trouver la bonne solution, parce qu'en fait, des fois, c'est ambigu. C'est pas forcément c'est quoi la bonne solution. On va dire que pour chaque image, il y a 5 possibilités. Donc, si vous imaginez une photo sur laquelle il y a une voiture et dans la voiture, il y a un chauffeur, on va dire, voilà, si on reconnaît la voiture ou si on reconnaît le chauffeur, c'est une bonne réponse. Et les êtres humains, sur ce type de tâches, quand on demande à un être humain, voilà, qu'est-ce qu'il y a sur l'image, il se trompe de temps en temps, parce que voilà, des fois on n'est pas sûr, des fois c'est juste une étourderie, et en gros, c'est à peu près dans 5% des cas,
on va se tromper et on ne va pas mettre la bonne réponse. Alors comment on sait ça? En fait, ce qu'on a fait, c'est qu'on a demandé à des tas d'êtres humains de dire pour chaque image ce qu'il y avait dedans, et on compare les réponses. Et on considère que la réponse majoritaire, c'est la bonne, et ceux qui ont des réponses minoritaires ont des mauvaises réponses. Jusqu'aux années 2010, les meilleures performances des meilleurs algorithmes qui fonctionnent non pas avec de l'apprentissage profond, mais avec d'autres techniques d'apprentissage automatique, ils arrivent à des taux d'erreur qui sont au-dessus de 20%. Alors, il faut comprendre que 20% de taux d'erreur, c'est vraiment beaucoup. C'est beaucoup, et en particulier, ça veut dire qu'on ne peut pas remplacer l'humain dans des tâches de reconnaissance d'objets dans les images par des algorithmes dans la plupart des applications, parce que c'est un taux d'erreur qui est trop élevé. On ne peut pas prendre ce risque. Mais alors, ce qui est intéressant, c'est que donc en 2010 sort ce papier, donc notamment signé par Geoffrey Hinton, qui est un professeur très influent de l'Université de Toronto à l'époque, et qui propose d'utiliser l'apprentissage profond. Et lui arrive pour la première fois à un taux d'erreur qui est beaucoup plus faible. Je ne me rappelle plus exactement combien il obtient, mais c'est, je pense, 12%, quelque chose comme ça. Donc il a très largement diminué le taux d'erreur. Mais ce qui est intéressant, c'est qu'en fait, il dit, voilà, on l'a très largement diminué, mais en fait, la méthode qu'on a introduite, donc l'apprentissage profond, on pourrait faire beaucoup mieux. Et on s'attend à ce qu'on soit capable de diminuer encore beaucoup l'erreur. Et effectivement, quelques années plus tard, on va tomber aux 5%, qui sont l'équivalent de l'être humain, et aujourd'hui, on est bien meilleur que l'être humain. Je ne connais pas les derniers chiffres de tête, mais grosso modo, on va être à du 1 à 2% d'erreur. Donc, c'est vraiment quelque chose d'extraordinaire, puisqu'on est capable de faire mieux que l'être humain sur un problème qui, jusqu'à il y a très peu de temps, était tout simplement insoluble avec l'informatique. Alors, je parlais de résultats remarquables. Évidemment, quand je vous parle de reconnaître des objets dans des images, ça peut paraître un peu restreint. En réalité, en utilisant exactement la même idée de l'apprentissage profond, on va être capable de faire des tas de choses différentes. Alors ici en haut à gauche, vous avez un exemple de ce qu'on appelle de la détection. Donc, ça ressemble à la reconnaissance d'objets dans les images, c'est un peu plus riche parce que là, on cherche à reconnaître plusieurs objets dans l'image et à dire où ils sont exactement. Et aujourd'hui, on a des systèmes qui sont capables d'avoir des performances absolument remarquables en disant, voilà, ici il y a un chien, ici il y a un vélo, ici il y a une voiture, etc. Alors en haut à droite, c'est la représentation d'un signal audio pour simplement dire que dans l'audio aussi, dans la reconnaissance de la parole, dans la reconnaissance de style musical, dans toutes sortes d'applications liées donc, à l'audio, c'est aussi aujourd'hui l'apprentissage profond qui obtient les meilleures performances, qui permet de faire des choses extraordinaires. Vous avez peut-être l'occasion d'utiliser des assistants vocaux automatiques, et je ne sais pas si vous avez remarqué, mais bon, pour moi c'est absolument incroyable. Je me souviens quand j'étais étudiant, des traitements de texte qui étaient supposés être capables de reconnaître automatiquement ce que vous disiez. Ça existait et c'était nul. C'était vraiment complètement nul. Ça reconnaissait absolument rien. Aujourd'hui, votre smartphone, si vous lui parlez, il reconnaît très bien ce que vous dites. Et si jamais il fait des erreurs, c'est des erreurs qui sont très souvent compréhensibles. Et c'est assez remarquable, quoi, quand même, les progrès qui ont été faits. En bas à gauche, j'illustre ce qui se passe aussi avec quelque chose qui est lié à ce que je viens de dire, mais qui est l'étape d'après, qui est vraiment le traitement du langage naturel. Aujourd'hui, on est capable de générer des textes avec de l'intelligence artificielle, d'entretenir des discussions, bien sûr, tant qu'elles restent relativement simples, avec des opérateurs humains, qui sont absolument confondantes de réalisme. Et notamment, si vous êtes un peu joueur, je vous conseille de rechercher sur Internet un petit jeu qui s'appelle AI Dungeon, donc AI Dungeon en anglais. Donc c'est un jeu de rôle avec comme ça une intelligence artificielle qui vous fait face et qui vous dit ce qui se passe dans l'univers, et vous pouvez interagir avec elle en écrivant du texte. Et c'est absolument scotchant ce qui se passe. C'est vraiment assez... Enfin, moi, ça m'impressionne beaucoup, les progrès qui ont été faits dans ce domaine-là. Évidemment, il y a tout ce qu'a fait DeepMind, donc, qui est une filiale de Google récemment. Il y a eu la victoire au jeu de Go. Bon,
Je ne considère pas ça comme étant particulièrement extraordinaire, puisque finalement, je vous le disais avant, finalement, jouer au Go, bon, pour une machine, c'est quand même beaucoup plus simple que pour un être humain. Il reste que la puissance de calcul était limitante pour le Go, et donc grâce à l'intelligence artificielle, enfin grâce à l'apprentissage profond, on a réussi à battre les meilleurs joueurs humains. Plus récemment, DeepMind, vous avez sûrement entendu parler, ces derniers mois, a réussi à utiliser l'apprentissage profond pour régler les problèmes en biologie. Bref, vraiment, ça infuse dans tous les domaines des sciences, ça infuse dans les technologies. C'est quelque chose qui va complètement changer le rapport qu'on a avec l'informatique et avec les applications de l'informatique aujourd'hui. Alors pourquoi ça marche? Qu'est-ce qui fait véritablement que les choses ont changé en 2010 et pourquoi est-ce qu'on n'avait pas ça avant? En fait, c'est la conjonction de plusieurs éléments. Ici, je vous en mets 3, j'aurais pu en choisir plus. Mais on va dire que c'est vraiment ceux qui font consensus, on va dire. Alors, je vais commencer par celui du bas. Et celui du bas, c'est celui que j'ai déjà évoqué avant, c'est vraiment cet accès aujourd'hui à des bases de données gigantesques dans lesquelles on a des tas et des tas de données riches. Évidemment, dans les années 50, même dans les années 80, on ne pouvait pas imaginer entraîner des systèmes avec des millions d'images étiquetées. Étiquetées, ça veut dire pour lesquelles on sait qu'est-ce qu'il y a dedans. C'est comme ça qu'on entraîne les systèmes aujourd'hui. C'est vraiment depuis l'explosion d'Internet et aujourd'hui cette richesse incroyable qu'il y a à la disposition, malheureusement, on y reviendra, mais surtout des GAFA et de certains gouvernements. Mais c'est vraiment cette richesse des données qui fait qu'on est capable d'entraîner des systèmes, des machines à effectuer des tâches complexes. En haut à droite, il y a un dessin de ce qu'on appelle un GPU. Donc ce sont donc en anglais Graphics Processor Units, qui sont à la base des processeurs dédiés pour des calculs graphiques. Notamment, c'est beaucoup utilisé dans le domaine du jeu vidéo. En gros, l'idée, c'est que les processeurs des ordinateurs ne sont pas forcément très adaptés pour faire des calculs de rendu 3D, par exemple. Donc, les calculs qui sont faits dans ces petits dispositifs sont particulièrement efficaces quand il s'agit de faire du rendu 3D, du calcul de texture, de la rotation d'objets, des choses comme ça. Et en fait, les calculs qui sont effectués dans l'apprentissage profond sont très similaires à ceux qui sont faits pour le rendu 3D. Et donc, vraiment, quelque chose qui a été marquant, peut-être même autant que l'accès à des jeux de données immenses en ligne, ça a été l'idée d'utiliser ces systèmes qui étaient faits à la base vraiment pour le jeu vidéo, pour devenir des outils de calcul surpuissants pour l'apprentissage profond. Et puis un troisième point que je voulais mentionner, c'est que la science a toujours été assez complexe, la façon dont ça s'organise en termes de dissémination, en termes d'échanges, etc. Et notamment au XXe siècle, il y a un énorme problème avec l'informatique, la façon dont l'informatique est publiée et échangée entre communautés scientifiques. En gros, l'informatique est encore beaucoup conduite comme une science proche des mathématiques, c'est-à-dire que ce qui est mis en avant dans les contributions scientifiques, c'est très souvent beaucoup plus des preuves mathématiques que les programmes, que la façon dont ça a été codé. Alors tout ça, ça a d'énormes problèmes. Déjà, ça veut dire que si vous voyez un papier qui a l'air intéressant, qui dit voilà, j'ai programmé tel truc et ça fonctionne très bien, vous n'avez pas accès au code. Donc ça a changé dans les années 2000 et puis maintenant c'est devenu vraiment une pratique très répandue. Les auteurs des papiers partagent leur code gratuitement. Ils les mettent à la disposition de tout le monde. Donc ça, évidemment, ça accélère considérablement la recherche parce qu'il n'y a pas besoin de reprogrammer. On peut récupérer directement le programme que quelqu'un d'autre a fait et essayer d'ajouter des choses dessus. La deuxième chose, c'est que autrefois, au XXe siècle, quand on veut publier ces résultats, la façon dont ça se passe, c'est que, en gros, on dit, voilà, on a obtenu des résultats qui étaient bons, il va falloir écrire un papier, donc on va écrire un article scientifique, c'est long, c'est une dizaine de pages, difficilement lisible, enfin qui est vraiment adressé à des spécialistes de la communauté. Ça prend du temps d'écrire ça. Une fois qu'on a écrit, c'est pas publié directement. C'est d'abord soumis
à une revue, à une conférence. On a des experts internationaux qui vont relire le papier, qui vont dire « Ah, bah, peut-être que ce serait mieux de faire ça, ça c'est pas tout à fait bien présenté », qui vont donner des conseils pour améliorer. Et le processus peut prendre des années. Entre le moment où vous avez un résultat et le moment où le résultat est public, publié, il peut se passer des années. Évidemment, ça, c'est catastrophique, puisque ça veut dire que pendant le temps que vous êtes en train de publier votre papier, votre idée, bah, il y a peut-être des centaines d'autres personnes qui travaillent sur la même idée, qui n'ont pas cette information, et qui du coup sont en train de refaire des choses que vous avez déjà faites, ou alors en moins bien. Bref, c'est vraiment un frein qui était particulièrement problématique, notamment pour le développement de l'informatique au XXe siècle. Aujourd'hui, dès que vous avez une idée, vous la mettez en ligne sur des plateformes qui sont des plateformes temporaires. Hein, c'est pas, évidemment, vous allez continuer à écrire des articles et c'est important de le faire pour être sûr que ce que vous dites est intéressant, pour que, pour que les résultats soient digérés, soient analysés, soient repris. Mais vous allez directement, dès que vous avez un résultat, le publier en ligne. Donc les autres peuvent y accéder et ils peuvent essayer de regarder si ça marche, si ça ne marche pas. Ils peuvent déjà commencer à travailler dessus. Donc ça, tout ça a considérablement accéléré la recherche en informatique, ce qui fait qu'aujourd'hui, on a accès à cette technologie qui, encore une fois, il y a 12 ans, n'existait pas, était tout à fait minoritaire, voire même tellement discrète que la plupart des gens n'en avaient jamais entendu parler. Et tout d'un coup, c'est devenu ce phénomène mondial grâce aussi à ce partage de connaissances. C'est quelque chose d'extrêmement positif, je crois, et qui nécessiterait certainement qu'on s'y intéresse davantage et qu'on essaie de l'appliquer à d'autres disciplines scientifiques. Alors quand même, il faut le dire, parce que je ne serais pas honnête si je ne le faisais pas. On ne sait pas pourquoi ça marche. On ne sait pas pourquoi ça marche, au fond, l'apprentissage profond. Il y a des tas de gens bien plus brillants que moi qui essayent de comprendre, qui publient régulièrement des articles en disant, voilà, je pense que c'est parce que ceci, parce que cela. Je pense qu'on est tous à peu près d'accord pour dire qu'on ne sait pas encore. On a des théories, on a j'aurais pas utilisé le mot théorie d'ailleurs, on a des hypothèses sur la façon dont ça fonctionne, mais on ne sait pas trancher aujourd'hui, on ne sait pas dire clairement, ah bah, c'est ça la raison pour laquelle l'apprentissage profond ça fonctionne, et pour laquelle ça ne fonctionnait pas avant avec d'autres techniques. Alors ça, c'est un énorme problème, c'est une des raisons principales qui fait que tout le monde n'a pas encore adopté l'apprentissage automatique et l'apprentissage profond. C'est qu'il y a des gens qui disent, bah oui, mais tant qu'on ne sait pas pourquoi ça marche quelque part, ça ne répond pas véritablement à tous les enjeux. Et j'aurai l'occasion d'y revenir dans la prochaine partie. Et puis je terminerai donc cette première partie sur la technologie actuelle en disant, encore une fois et en insistant, c'est vraiment les données qui changent complètement les choses. En gros, ce qu'on sait faire et ce qu'on ne sait pas faire, ça dépend presque entièrement de ce pourquoi on a les données, ce pourquoi on n'a pas. Une idée un peu simpliste, mais bon, qui reprend quand même la philosophie des choses, c'est vous me donnez un problème, je sais les résoudre à condition que vous me donnez suffisamment de bonnes données sur ce problème. Et je vais pouvoir entraîner un algorithme qui va faire ce que vous voulez faire. Évidemment, il ne s'agit pas juste d'avoir les données, il faut aussi avoir la connaissance, il faut qu'il y ait des experts qui viennent donner des opinions sur ces données, donc ça coûte très cher, ça prend beaucoup de temps, et ça explique pourquoi le domaine n'avance pas plus vite aujourd'hui. Alors j'étais très bavard et très long sur cette première partie, donc je vais essayer de passer moins de temps sur la prochaine. Donc maintenant qu'on a parlé un petit peu de ce qu'est l'intelligence artificielle aujourd'hui, de l'apprentissage profond, un petit peu de la façon dont ça fonctionne, je vais essayer de vous expliquer un peu ce que sont les limites actuelles de la technologie, quels sont les gros problèmes sur lesquels les scientifiques travaillent et qui sont véritablement des verrous pour la dissémination de cette technologie, pour son adoption beaucoup plus large. Alors, je vais commencer par parler des limites vraiment liées à la technique. Le problème, et ça a toujours été le problème de l'informatique, c'est qu'en fait, théoriquement, on a des tas de choses qui fonctionnent, mais quand il s'agit de les programmer et de les faire tourner, on n'a pas forcément les ressources de calcul nécessaires et suffisantes pour y arriver. Et notamment, un problème qu'on a avec l'apprentissage profond,
Si vous reprenez la philosophie, hein, vous avez ce jeu de données, des entrées, des sorties, puis ça se trouve automatiquement la façon d'associer les entrées avec les sorties. Et donc pour ça doit faire un nombre considérable d'essais, d'erreurs, de modifications, de la façon dont ça fonctionne. Ça prend un temps fou. Et évidemment, pour ça, il faut des ressources de calcul phénoménales. Alors ça pose des tas de problèmes, ça pose des problèmes notamment en termes d'empreinte écologique, ça pose des problèmes en termes de compétitivité entre des petits laboratoires, des petites entreprises, et puis d'un autre côté, des gouvernements, des grosses entreprises qui ont accès à des ressources de calcul extraordinaires. Donc il y a énormément de gens qui s'intéressent aujourd'hui à cette question de comment on fait de l'apprentissage profond avec moins de ressources. Et notamment, nous, on travaille beaucoup dessus dans mon équipe. C'est des questions qui sont fondamentales, parce que vraiment, si on arrivait à réduire la consommation en calcul, un petit peu comme je l'ai dit avant, hein, sur l'utilisation des processeurs pour les jeux vidéo, qui ont vraiment eu un impact énorme sur le domaine, eh bien, l'accès à des nouvelles ressources de calcul, qui seraient plus rapides, pourrait aussi avoir un impact énorme sur le développement de données. Alors, une autre limitation, c'est qu'il faut beaucoup de puissance de calcul, il faut beaucoup de données. Si vous faites face à un problème dans lequel vous avez peu de données, eh bien, il y a peu de chances qu'un algorithme d'apprentissage automatique soit très efficace. Alors évidemment, on progresse là-dessus. On progresse très vite, pas de géant, mais on est encore loin d'avoir des solutions universelles qui fonctionneraient très bien. Alors c'est facile à comprendre, hein, parce qu'en gros, moins vous avez de données, et plus il y a des chances que l'algorithme trouvé automatiquement par la machine ne corresponde pas à ce que vous attendiez. Il y a un exemple très connu qui est donc un problème où il fallait analyser des caméras de surveillance dans les rues de New York pour reconnaître des différents types d'objets. Et notamment, il y avait un objet à reconnaître qui était les taxis new-yorkais. Il se trouve que les taxis new-yorkais, ils sont jeunes, et dans les exemples qui ont été donnés à l'algorithme, c'était les seuls objets qui étaient jeunes. Donc en fait, l'algorithme a dit, c'est très simple, hein, ce que tu me demandes de reconnaître, c'est est-ce qu'il y a du jaune dans l'image ou pas. Sauf qu'en réalité, c'est pas exactement ça. Il peut y avoir du jaune, même s'il n'y a pas de taxi. Et là, typiquement, c'est une erreur qui est faite par l'algorithme parce que les données ne sont pas suffisamment représentatives de ce qu'on cherche à faire. Et plus généralement, en fait, il faut vraiment des masses de données pour réussir à obtenir des bonnes performances. Donc là encore, c'est très difficile d'entrer en compétition avec un Google, avec un Facebook, parce qu'eux ont des masses de données absolument considérables. Si vous êtes une petite entreprise, si vous êtes un petit laboratoire, si vous êtes un gouvernement qui met en avant la sécurité et la protection des données privées, eh bien, vous n'avez pas forcément de jeu de données qui vous permet d'entraîner des algorithmes qui peuvent rentrer en termes de performance en compétition avec ceux de ces grosses boîtes. Un autre problème, c'est qu'en fait, je vous ai passé sous silence tout à l'heure. Je vous ai dit, voilà, l'apprentissage profond, on ne va pas aller directement de l'entrée à la sortie. On va avoir toutes sortes de couches intermédiaires. En fait, ces couches intermédiaires, combien on en met, quelle taille elles font, comment on passe d'une couche à la couche suivante. Tout ça, c'est des choses qu'on peut changer. Et évidemment, quand on va programmer une solution, on va s'amuser à tester différentes configurations. Aujourd'hui, on ne sait pas a priori quelle sera la bonne configuration pour un problème donné. Si vous me donnez un nouveau problème, vous me dites, voilà, je cherche à faire telle application, je ne saurais pas directement quelle est la bonne façon d'assembler des différentes couches pour arriver au résultat qui sera le meilleur. Et donc, ce que je vais faire, c'est des essais-erreurs. Je vais tester une configuration, je vais arriver à un certain taux de succès, et je vais dire, ça ne marche pas assez bien, donc je vais essayer de changer ça. Bref, je vais explorer un champ de possibles qui est immense. Et ça prend énormément de temps. On ne sait pas exactement qu'est-ce qui est un bon choix, je l'ai dit. Et du coup, en fait, on perd beaucoup de temps, énormément de temps dans la communauté à faire ces recherches de configuration qui fonctionnent. Donc, il y a énormément de gens qui s'intéressent à est-ce qu'on peut théoriquement prédire qu'est-ce qui va marcher, qu'est-ce qui ne va pas marcher. Et pour l'instant, on va dire qu'on n'a pas encore vraiment la réponse à cette question. Alors, j'ai parlé de limites liées à la technique, à la technologie, mais il y a aussi des limites en termes de ce qu'on peut faire en général. Et en particulier, quelque chose qu'on ne sait
pas bien faire pour l'instant, c'est entraîner des systèmes qui sont capables de gérer des problèmes qui ont sémantiquement des similarités, mais qui sont assez différents dans leur exécution. Alors ici, j'ai pris un exemple, c'est peut-être pas le plus parlant, mais vous pouvez imaginer qu'il y a quand même des mécanismes similaires quand on joue aux échecs et au Go. Même si les règles ne sont pas les mêmes, même si les parties sont très différentes, il y a quand même des points communs dans le fait que ce sont des jeux où il y a une information parfaite sur la partie, on joue à tour de rôle, il y a un arbre de possibilités, bref, il y a quand même des points communs entre ces jeux. Réussir à entraîner des algorithmes qui sont capables, comme ça, de passer de tâche en tâche et de gérer plusieurs tâches sémantiquement un peu différentes, c'est quelque chose qu'on sait très mal faire. Et ça, c'est limitant parce qu'en gros, ça veut dire qu'on est capable de résoudre que des problèmes pour lesquels la tâche qu'on cherche à faire est très limitée, très restreinte, très, très bien définie et assez répétitive. Et notamment, je le disais, voilà, reconnaître des objets dans des images, ça on sait bien faire. Maintenant, si je vous présente une image qui n'a rien à voir avec ce qui était dans la base d'entraînement, c'est pas le même type d'objet, c'est pas le même format d'acquisition, il y a des chances que ça marche très mal, qu'on n'arrive pas à reconnaître ce qu'il y a dedans. Donc c'est très limitant dans le sens où on est capable de reproduire et de généraliser, d'apprendre à se comporter sur des choses qui ressemblent à ce qu'on nous a présenté, mais on n'est pas vraiment capable d'aller au-delà. Et ça, ouais, c'est une grosse limite de la technologie actuelle. Quelque chose qu'on sait quasiment pas du tout faire aujourd'hui, c'est apprendre au fil du temps. Alors ça, c'est un peu différent comme problème. On va dire que quelque chose qu'on aimerait beaucoup avoir en général, c'est des systèmes qui apprennent au fil de l'eau, c'est-à-dire qui s'enrichissent de ce qu'ils observent, des interactions qu'ils ont, et qui sont capables de tenir compte des modifications qui ont lieu par rapport à l'utilisation qu'on en fait, par rapport au contexte d'acquisition, etc. Notamment les assistants vocaux, par exemple, ils récupèrent énormément de données en permanence parce qu'ils récupèrent des données chez vous, ils enregistrent, ils envoient ça sur des serveurs distants, ils font des traitements là-bas, ils utilisent vos données pour enrichir les bases de données d'entraînement. Mais en général, la façon dont ça fonctionne, c'est qu'ils recommencent un entraînement, c'est-à-dire qu'ils acquièrent des nouvelles données. Ces données sont stockées dans des immenses serveurs de bases de données qui vont être utilisées quand on va entraîner un nouveau système. Mais on va réentraîner un nouveau système en partant de zéro. Ce qui est très coûteux, ce qui est pas très pertinent en fait, parce que évidemment, on aimerait pouvoir apprendre, on aimerait pouvoir tenir compte de changements qui sont des changements qui se font continuellement. Par exemple, on aimerait qu'un assistant vocal comprenne que voilà, vous avez la voix cassée pendant 2 semaines, il faudrait qu'il s'adapte à ce changement-là, puis que quand votre voix revient normale, ils se réadaptent à votre voix normale sans avoir besoin à chaque fois de recommencer à zéro, de réentraîner, etc. Quelque chose qu'on ne sait pas du tout faire aujourd'hui. Et c'est probablement un des plus grands freins, en fait, au développement de l'intelligence artificielle en général, c'est apprendre, mais en utilisant des données pour lesquelles il n'y a pas véritablement beaucoup d'informations données par des experts. Donc, je reprends l'exemple de tout à l'heure, je vous disais, si on veut reconnaître des chiens et des chats, ce qu'on peut faire, c'est avoir des milliers, dizaines de milliers, des millions d'exemples de chiens et de chats, et en sachant ça c'est un chien, ça c'est un chat. Maintenant, imaginez, je vous présente le même problème et je vous dis, voilà, vous avez des millions d'exemples de chiens et de chats, mais je ne vous dis pas lesquels sont des chiens, lesquels sont des chats. Et ça, c'est un problème incroyablement difficile pour une machine, et les performances ne seront pas du tout les mêmes. Et là, c'est une énorme différence avec l'humain. L'humain a vraiment cette capacité à, pour certains types de problèmes en tout cas, être capable d'apprendre, même si on lui donne assez peu finalement de retour. On n'a pas forcément besoin de lui donner énormément d'informations riches. C'est lui qui va aller chercher lui-même les données, qui va aller expérimenter, qui va tester des choses. Et seulement de temps en temps, on va lui dire ça c'est bien, ça c'est pas bien, ça c'est la bonne réponse, c'est pas la bonne réponse. Et ça suffit déjà pour qu'il s'entraîne. Les machines aujourd'hui qu'on entraîne, elles ont vraiment besoin de beaucoup plus de ce qu'on appelle de la supervision, c'est-à-dire de beaucoup plus de contact avec un expert que les humains pour arriver aux mêmes performances.
Et puis, je vais terminer cette partie sur les verrous, les limites de la technologie actuelle, en parlant de limites qui sont vraiment plus fondamentales d'un point de vue scientifique. Alors, j'en parlais un peu quand je vous ai parlé de la technologie actuelle, je parlais de cette différence entre l'approche informatique dans laquelle il y a un expert humain qui vient dire voilà, c'est ça la solution, puis qui ensuite la programme, et l'approche de l'apprentissage automatique dans laquelle l'humain ne fait que donner un espèce de contour d'une solution, et puis l'algorithme trouve tout seul la façon de remplir les vides. Et finalement, on arrive assez vite dans ce qu'on appelle le compromis entre l'explicabilité et la performance. En gros, aujourd'hui, les systèmes qui sont les plus performants en termes d'apprentissage automatique, en termes d'apprentissage profond, sont des systèmes pour lesquels on ne comprend absolument pas en tant qu'humain la façon dont la décision est prise. Alors ça, c'est vraiment frustrant. C'est frustrant parce qu'on aimerait utiliser ces systèmes dans des applications concrètes, réelles, notamment ça peut être la conduite autonome, ça peut être tout ce que vous voulez. Mais il y a vraiment cette notion de si on veut que le système ait des bonnes performances, ben, on ne sera pas capable de dire pourquoi. Et donc en particulier, on est inquiet parce qu'on se dit, bah, si ça se trouve, en fait, ça ne fait pas exactement ce qu'on avait pensé. Et si je reprends l'exemple des taxis new-yorkais, ben, on pourrait ne pas s'en rendre compte, en fait. On pourrait très bien croire que, ah oui, il reconnaît parfaitement les taxis new-yorkais, et on va lui laisser du coup ce système faire quelque chose qui peut être important avec la reconnaissance des taxis new-yorkais. En fait, il se trompe très souvent. Et ça, c'est évidemment dramatique, parce que ça veut dire qu'on a des performances qui ne vont pas du tout être celles qu'on espérait en pratique. Donc c'est vraiment, il y a cette notion aujourd'hui dans la communauté que ben, si je veux quelque chose que je peux expliquer, pour lequel j'ai des garanties que ça fonctionne bien, ben, en fait, la performance ne seront pas si bonnes au final. Et vice-versa, si j'ai un système qui a d'excellentes performances, ben, je ne suis pas forcément capable d'avoir des garanties, d'expliquer comment il fonctionne. Et ça, c'est un énorme problème fondamental qu'il faut absolument lever pour tout un tas d'applications critiques. Alors, c'est vraiment lié à ce que je viens de dire. Vous avez peut-être déjà vu des articles de vulgarisation sur ces résultats. Moi, j'ai trouvé ça génial quand j'ai lu cet article-là. C'est ce qu'on appelle le manque de robustesse. Donc ici, vous avez des images. Et sur la colonne à gauche, vous avez donc 3 images qui ont été présentées à un algorithme entraîné, donc qui est très bon à reconnaître les images. Et il ne se trompe pas, il vous dit, voilà, la première image, c'est une paire d'enceintes, la deuxième image, c'est une montre religieuse, troisième image, c'est, je ne sais pas si c'est un shih tzu, enfin, c'est une race de chien. Et ce qu'ils se sont amusés à faire donc, dans cet article scientifique, c'est qu'ils ont un tout petit peu modifié les images. Mais quand je dis un tout petit peu, ils obtiennent les images qui sont ici représentées à droite, qui, à l'œil humain, sont exactement les mêmes que les images de gauche. Si je vous présente celle de gauche ou celle de droite, pour vous, c'est absolument évident que ce sont les mêmes objets. Et non seulement c'est le même type d'objet, mais c'est exactement le même objet. Et alors, ce qui est fou, c'est que à droite, en fait, le réseau entraîné est très fort, se trompe systématiquement. Et en fait, c'est pire que ça, c'est qu'ils ont pu choisir la façon dont il allait se tromper. Et à chaque fois à droite, ici, je crois que c'est une autruche qui prédit à chaque fois. Il prédit que ça c'est une autruche, ça c'est une autruche, ça c'est une autruche. Et donc ça, c'est assez remarquable, en fait. Donc la façon dont ils y sont arrivés, en fait, bon, c'est quelque chose qu'on peut questionner un petit peu. C'est pas aussi horrible que ça a l'air. Mais quand même, ce qui est assez remarquable, c'est que donc on a ce système qui est capable, a priori, de très bien fonctionner. Quand on lui présente des images, il donne à chaque fois la bonne décision. Mais on peut créer des illusions d'optique qui ne tromperaient pas l'œil humain, mais qui, pour la machine, deviennent catastrophiques. Et ça questionne encore une fois énormément sur l'application. Est-ce qu'on pourrait vraiment imaginer un robot, je sais pas, qui interagit avec des humains, qui potentiellement pourrait être source de danger, et qui peut être trompé par des choses qu'on n'avait pas du tout envisagées, qui pourraient être trompeuses. Donc ça, c'est vraiment une question fondamentale aujourd'hui dans la communauté. Et puis finalement, en fait, je dirais ainsi, une façon de résumer un peu tout ce que je viens de dire, c'est de dire le vrai problème qu'on a. Et c'est la critique qui a été faite au domaine de l'apprentissage automatique depuis sa création, qui continue d'être portée à son encontre. C'est qu'on n'a pas véritablement de fondement théorique, mathématique, fort, qui permettent d'expliquer comment, pourquoi ça marche.
Et ça gêne beaucoup les scientifiques, parce que les scientifiques se disent, bah, si on ne sait pas exactement pourquoi ça marche, bah, si ça se trouve, en fait, ça ne marche pas. Et ça, c'est un énorme débat, en fait, dans la communauté scientifique aujourd'hui, hein. Des fois, il y a des gens qui ont des visions des communautés scientifiques où ils disent, bah, en fait, les scientifiques, c'est des gens qui ont des idées préconçues. Je pense que c'est exactement le contraire, hein. Les scientifiques, il n'y a pas plus ouvert d'esprit qu'un scientifique. Par définition, un scientifique, c'est quelqu'un qui est capable de remettre en question toute sa conception du monde si on lui apporte des arguments. Et notamment, là, il y a deux écoles qui s'affrontent, très clairement, entre une école qu'on pourrait dire pragmatique, qui vraiment s'appuie sur les performances et qui dit « mais ça marche très bien, donc il faut s'y intéresser », et une école qui dit « ouais, mais tant qu'on n'aura pas une explication théorique, tant qu'on n'aura pas des fondements solides, ancrés dans les sciences, qui permettent d'expliquer pourquoi ça fonctionne, bah, finalement, on ne pourra pas vraiment l'utiliser ». Et ça reste aujourd'hui une question qui est vraiment une question d'actualité. Et notamment, on aura peut-être l'occasion d'y revenir dans la partie suivante. Alors justement, je me rends compte que ça fait un peu plus d'une heure que j'ai commencé, mais bon, j'ai réussi à récupérer un peu du temps sur la deuxième partie. Je vais continuer à être assez bref, puisque comme je vous le disais en introduction, c'est pas du tout mon expertise. Mais je vais quand même mentionner ces sujets-là. On va parler maintenant des questions que posent ces technologies et son adoption dans la société. Parce que c'est une chose de dire que des scientifiques rejettent la technologie en disant « bah oui, mais on ne comprend pas, etc. » La réalité, c'est que la technologie, elle est déjà adoptée par des tas de systèmes, notamment par les GAFA, qui en font une utilisation énorme, mais également des gouvernements, notamment en Chine, qui aujourd'hui ont déjà déployé cette technologie sans s'être vraiment posé la question. Il n'y a pas vraiment eu de considération auparavant de se dire est-ce que vraiment on a envie de prendre le risque ou pas. Alors, la première des choses que je vais évoquer, c'est les domaines d'application dits sensibles. Alors notamment, il y a un domaine qui fait beaucoup couler d'encre depuis de très nombreuses années, et qui va un peu connaître un hiver lui aussi, parce que, un peu comme ce que je disais avec l'intelligence artificielle du XXe siècle, qui avait des promesses grandioses et puis qui s'est écroulée, on est un petit peu face à cette situation-là pour la conduite autonome. Il y a eu un espèce d'engouement qui a été monté en épingle par des gens peu scrupuleux et très avides d'argent, notamment aux États-Unis, qui ont fait croire en fait que la technologie était presque prête, alors que pas du tout. Et la question de la conduite autonome, elle est centrale. Elle est centrale parce que, évidemment, si ça marchait, ce serait un progrès considérable. Notamment parce que, on le sait, malheureusement, les morts sur la route, ça reste très fréquent. Chez les jeunes, c'est une très haute cause de décès. C'est pour la plupart des gens, on va dire, c'est quand même pas un plaisir de prendre le volant tous les jours. C'est quand même quelque chose qui est assez pénible, donc on aimerait bien avoir des conduites automatiques. Et puis, on peut imaginer que pour du long terme, la conduite automatique, ça aurait d'énormes avantages si ça permettait notamment d'agir plus directement sur la pollution, sur les conditions de trafic, bref, ça pourrait régler tout un tas de problèmes qu'on a aujourd'hui liés au fait que c'est des humains qui prennent des décisions locales et qui ne font pas forcément des décisions qui sont dans l'intérêt de tout le monde quand ils conduisent. Le problème qu'on a, c'est que aujourd'hui, on sait bien reconnaître ce qu'il y a sur la route, dans beaucoup de cas, et encore, on pourrait en discuter. Donc on a ces systèmes très performants qui disent voilà, là c'est une voiture, là c'est un piéton, là c'est une bande sur la route, ça c'est un arbre, là c'est un panneau, c'est marqué telle vitesse limite, etc. Ça marche pas trop mal. La vraie grande difficulté aujourd'hui, c'est l'interaction avec les autres usagers. En fait, il y a un langage de conducteur dont on n'a pas forcément conscience, si on n'y réfléchit pas, mais c'est vrai que quand on conduit, en fait, on a toutes sortes d'attente par rapport aux autres conducteurs. On se dit, là, il va pas faire ça, là, il va faire ça. Lui, visiblement, il va tourner à gauche. Lui, il va sortir au rond-point, etc., etc., qui sont des choses qui, en fait, sont vraiment du langage de la communication d'assez haut niveau pour les humains et qui est très difficile à faire comprendre à une machine. Donc ça, c'est déjà un énorme problème. C'est comment on fait pour mettre sur la route des véhicules autonomes d'un côté et des humains de l'autre. Il n'y aurait que des véhicules autonomes, quelque part, le problème serait plus simple. Mais il n'y a pas que ça. Il y a aussi le fait que, voilà, qu'est-ce qui se passe le jour où il y a un événement qui arrive sur la route,
qui n'a jamais été vu par la machine. Elle n'a jamais vu dans son entraînement quelque chose de similaire. Quelle va être sa compréhension de cette décision? Il y a notamment une conférence que j'avais vue d'un spécialiste du sujet que j'ai trouvé très intéressante, où il avait pris cet exemple d'une photo où il y a une nuée d'oies sauvages qui traversent la route. Et donc, il y a le véhicule autonome qui arrive devant et puis qui voit ces oies sauvages. On ne voit plus rien sur la route parce que c'est couvert d'animaux. Et il dit, voilà, ça c'est une situation, la machine ne savait absolument pas quoi faire parce qu'elle n'a jamais vu quelque chose comme ça dans son entraînement. Or, quand on est dans un système ouvert, quand on est dans la réalité des choses, des choses comme des nuées d'oies sauvages, ça peut arriver. Et il faut bien qu'à ce moment-là, la voiture fasse quelque chose d'intelligent. Et c'est très compliqué, en fait, de comprendre comment on peut arriver à entraîner un système pour qu'il prenne des décisions, qui soient des bonnes décisions face à ces situations qui sont rarissimes, mais qui peuvent arriver. Donc bref, la voiture autonome, ça progresse doucement, beaucoup plus doucement que ce qui avait été promis. Je me souviens notamment, au début des années 2010, d'entendre des patrons de grosses boîtes américaines nous promettre la technologie pour les mois qui suivaient ou les années qui suivaient. On n'y est pas du tout. Et il reste des problèmes fondamentaux à lever avant d'y arriver. Un autre domaine sensible d'application qui est très prometteur, c'est le diagnostic médical et l'aide à la chirurgie, par exemple, ou l'aide en général à la médecine. Et là, on peut assez aisément comprendre. Il faut imaginer que, par exemple, pour ce qui est de l'aide au diagnostic médical, aujourd'hui, vous avez des experts qui regardent, par exemple, là, c'est l'exemple d'un scan du cerveau, et qui sont capables, à partir de scans du cerveau, de détecter des lésions, des problèmes, des choses comme ça. Bon, aujourd'hui, je ne sais pas ce qu'il en est réellement, mais il y a des startups, des équipes de recherche qui annoncent avoir des algorithmes qui sont capables de prendre des bonnes décisions par rapport à ce type d'imagerie de manière beaucoup plus fiable que les meilleurs experts humains. Le problème, c'est le problème dont je parlais tout à l'heure, qu'on a une très bonne performance, enfin en tout cas meilleure que l'humain, en moyenne, mais on ne sait pas comment la décision est prise. Et donc il se peut tout à fait que la décision qui soit prise par la machine soit complètement à côté de la plaque, pour des raisons qui nous échappent complètement. Donc c'est très compliqué. C'est très compliqué, notamment dans un domaine aussi sensible que la médecine. Si vous détectez une lésion particulièrement complexe qui va peut-être être une très mauvaise nouvelle pour un patient, est-ce que vous allez vous fier au fait que l'algorithme vous dit il y a 80% de chances que, et cet algorithme est très fiable, mais en même temps, vous ne savez pas comment il fonctionne, vous ne savez pas expliquer, vous ne savez pas dire oui, c'est grâce à ça qu'il a vu que, et ceci et cela. La médecine, c'est vraiment un domaine dans lequel il y a des tas de choses prometteuses qu'on pourrait faire. J'avais été à une conférence il y a quelques années où notamment il était question de faire des lunettes de réalité augmentée pour les chirurgiens. Donc, les chirurgiens, quand ils opèrent, il peut y avoir des moments où il y a du sang qui s'étale devant eux et ils perdent la vision de ce qu'il y a. Ils pourraient commettre des erreurs, ils pourraient couper une artère, je ne sais pas. Ils pourraient faire des erreurs parce qu'en fait, ils ne voient pas bien. Si on avait des lunettes qui sont capables, grâce notamment à des capteurs qui sont des capteurs plus larges que le spectre de la rétine, récupérer une information utile sur là, il y a un vaisseau sanguin, là, il y a une zone il faut être particulièrement prudent, il ne faut pas y toucher, et donner cette information en temps réel au chirurgien pour l'aider, ce serait des choses qui pourraient vraiment, véritablement améliorer les chances de succès pour certaines opérations. Donc c'est un domaine qui est très prometteur, mais encore une fois, c'est aussi un domaine très sensible sur lequel le fait de ne pas être capable d'expliquer, le fait d'être pas sûr de comment la décision a été prise par l'algorithme, si ça se trouve, il se plante complètement, c'est très 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 compliqué. Je vais terminer sur cet exemple en citant en fait des papiers récents qui montrent que, par exemple, pour ce qui est des scans de cerveau faits avec de l'IRM, donc des scanners par imagerie magnétique, eh bien, on se rend compte que c'est très difficile en fait d'apprendre à partir de jeux de données qui ont été acquis avec différents équipements. Notamment, on se rend compte que très souvent, les algorithmes qui sont entraînés ont tendance à reconnaître l'équipement
et à céder de la reconnaissance de l'équipement pour prendre une décision, ce qui revient à tricher d'une certaine manière, et ce qui pourrait être dramatique sur la façon dont l'algorithme prend ses décisions à l'avenir. Je prends un exemple simple, imaginez que vous voulez faire une grande étude, vous dites, voilà, j'ai des patients qui sont atteints d'une certaine maladie, d'autres qui ne le sont pas. Ceux qui sont atteints d'une maladie, je vais les scanner avec le scanner A qui est en Allemagne, et ceux qui ne le sont pas, je vais les scanner avec le scanner B qui est aux États-Unis. Et après, je vais entraîner mon système. Dans mon système, en fait, il va dire que la personne est contaminée si ça a été scanné par le scanner A, plutôt que d'essayer de trouver vraiment ce qui est dans l'imagerie, ce qui est dans la spécificité du cerveau, était un indicateur. Donc bref, c'est un domaine de recherche passionnant sur lequel il y a forcément des choses qui vont sortir dans les années à venir, qui vont changer notre rapport à la médecine. Mais il y a encore là aussi des questions très sensibles sur quelle utilisation on en fait, comment un médecin peut utiliser par exemple ce type d'outil pour prendre des décisions, est-ce qu'il doit le faire et comment il fait pour prendre une décision entre son avis personnel, l'avis donné par la machine, qui n'est pas, encore une fois, un avis très explicite. Alors, le domaine qui fait couler beaucoup d'encre, notamment dans les milieux scientifiques, c'est l'utilisation de cette technologie pour ce qu'on appelle la défense, hein, mais bon, on va dire plutôt pour l'attaque. Mais c'est vrai que ça questionne beaucoup de collègues, parce qu'on se dit, finalement, tout ce qu'on est en train de développer, la reconnaissance automatique d'images, la capacité de piloter automatiquement des avions, voire même des robots, toutes sortes de choses, ça pourrait être utilisé. D'ailleurs, c'est très clairement utilisé. Il y a des tas de programmes, et c'est sûr qu'en France, il y en a, mais dans tous les pays, il y a des programmes similaires qui cherchent à équiper des armements automatiques. Et c'est vrai que ça fait un peu peur. Ça fait un peu peur de se dire que peut-être que demain, on pourra, si on est si on travaille pour les militaires, simplement prendre une photo de quelqu'un et dire voilà, il faut tuer cette personne-là, et ensuite tout est fait de manière automatique. Alors c'est inquiétant pour des tas de raisons, notamment parce qu'on sait très bien voilà, que ce qui s'est passé au XXe siècle avec de nouveaux armements particulièrement efficaces, qui ont été plutôt dévastateurs, là on parle d'armements qui pourraient vraiment, encore une fois, avoir des conséquences complètement dramatiques et rendre encore plus asymétriques en fait des conflits qui le sont déjà. Donc c'est un énorme questionnement et en même temps on voit difficilement comment on pourrait y faire quelque chose parce que de toute façon, comme je le disais, on est dans un système de recherche ouverte où les gens travaillent, publient leurs résultats. Évidemment, c'est très rarement des résultats qui ont un rapport avec cette utilisation-là, mais leur récupération pour des tâches de défense, elle est évidente et elle est un peu inévitable dans une logique de compétition entre États. Et donc ça, c'est quelque chose qui devrait alarmer les citoyens du monde, mais voilà, c'est un peu délicat de voir qu'est-ce qu'on peut faire pour éviter que ces armes deviennent ce qu'elles sont en train de devenir, c'est-à-dire la norme dans les conflits à venir. Alors j'aimerais parler d'un autre point que vous connaissez probablement, parce qu'il n'y a pas que l'apprentissage profond qui est concerné, hein. C'est la notion de la vie privée dans le début du XXIe siècle et l'utilisation des données donc, à des fins d'entraîner des algorithmes pour l'intelligence artificielle ou autre. Alors, le meilleur exemple de ça, je trouve, c'est l'assistant vocal, hein. À la période de Noël, ça m'amuse toujours parce que je vois ces assistants vocaux qui sont proposés, bradés à des prix, des fois ils sont donnés gratuitement. Ce qui montre bien en fait ce qui est en train de se passer, hein, c'est que si c'est presque gratuit, c'est parce que le produit c'est vous. Et effectivement, en fait, les gens équipent leur domicile de micros, qui, c'est pas forcément grave hein, d'avoir un micro chez soi. Ce qui est grave, c'est qu'en fait, ce qui est enregistré est envoyé dans un pays étranger, dans une boîte dans laquelle il faut avoir confiance, pour une utilisation que vous ne connaissez pas. Et ça, c'est un énorme problème. Alors, ça, à la fois, c'est une opportunité, hein, parce qu'évidemment, c'est grâce à toutes ces données qu'il y a des progrès qui sont faits sur la reconnaissance de la parole, sur la reconnaissance de scènes auditives. Et c'est pas impossible que grâce à ça, il y ait des répercussions très positives, notamment on peut imaginer, pour l'accompagnement de personnes vieillissantes, pour
pour la détection d'intrusions, d'événements sensibles sur certains sites, qu'on puisse profiter de ces données qui sont acquises pour des applications qu'on peut considérer comme étant bénéfiques. Mais on n'est pas naïf. On sait bien qu'il y a une guerre qui est entre les différents gros acteurs du domaine, où l'objectif, c'est quand même d'acquérir un maximum de données, parce que les données, ça fait partie, c'est un des nerfs de la guerre. C'est pas le seul, mais c'en est un très important. Et aujourd'hui, on peut se questionner sur où tout ça va s'arrêter. À quel moment est-ce que les gens vont mettre une limite? J'étais très surpris de la stratégie commerciale, enfin, déjà par la stratégie commerciale, mais surtout qu'elle fonctionne, en fait. Parce que pour moi, c'était très clair que si les assistants vocaux avaient été des assistants vidéo, si on vous avait dit il y a une caméra chez vous en permanence, et vous pouvez interagir avec cette caméra pour des choses que je ne sais pas trop à quoi ça sert, mais j'imagine qu'on peut demander la météo, on peut demander pour les maisons domotiques, des choses qui probablement sont un peu gadgets, mais voilà, qui sont amusantes. On aurait pu faire avec la vidéo, on aurait pu dire voilà, il faut faire des signes, ça détecte automatiquement. Si vous regardez vers la caméra et si vous faites un signe, ça allume la lumière, ça éteint la lumière. Bon. Mais ça ne serait jamais passé, je crois. Il y aurait eu un public beaucoup trop restreint parce que les gens se rendent bien compte que envoyer sur Internet des flux vidéo de chez eux, c'est quand même un peu intrusif. Alors, ils ont mis des micros et apparemment, les micros, ça passe. Je ne comprends pas trop pourquoi. Peut-être parce qu'il y a une forme de naïveté du grand public par rapport à la façon dont ça peut être utilisé. Peut-être aussi parce que c'est moi qui suis naïf de croire qu'on peut faire des choses dangereuses à juste espionner des conversations chez les gens. Mais voilà, pour ceux qui sont intéressés, je vous invite à faire des petites recherches sur Internet. Il y a eu des scandales notamment d'anciens employés de certaines grandes compagnies qui ont démissionné ou qui ont pris la liberté de parole de dire comment certaines de ces données étaient utilisées, qu'est-ce qu'ils avaient pu écouter comme enregistrement. Et ça fait un peu froid dans le dos quand même, je trouve, la façon dont tout ça a été utilisé. Et donc il y a vraiment une question, plus on a des données comme ça qu'on acquiert, plus les systèmes qu'on entraîne sont performants. Mais d'un autre côté, voilà, ces données, elles transitent sur Internet, elles pourraient être interceptées par des pirates, elles pourraient être utilisées à de mauvaises fins par l'entreprise à laquelle vous les donnez. Donc c'est vraiment une question très difficile. Alors c'est un peu lié à ça. Il y a une question qui aujourd'hui est vraiment centrale pour nous autres Européens. C'est la question de la place de l'Europe dans cette guerre technologique. Je parle de guerre technologique, bon, c'est peut-être un peu exagéré. On aime bien, en fait, en général, quand on fait de la géopolitique, on aime bien utiliser le mot guerre un peu partout. On parle de guerre commerciale, etc. Mais bon, le terme est peut-être un petit peu exagéré, mais il y a quand même clairement une compétition entre États, voire entre multinationales, hein, qui aujourd'hui, de toute façon, ont la taille des États en termes de puissance économique. Donc, on peut considérer que c'est plus ou moins des États. Tout cela s'affronte. Et notamment ceux qui sortent du lot en termes de performance pure, en termes d'innovation pure, c'est bien souvent, il faut le reconnaître, les GAFA, les équivalents chinois. Le GAFA, je ne vais pas préciser parce que je pense que le terme est rentré maintenant dans la tête de tout le monde, mais c'est vraiment toutes ces entreprises américaines, Google, Facebook, Amazon, Apple, qui ont des puissances économiques monumentales, qui acquièrent des données privées tout le temps et qui ont cette capacité, cette force de frappe incroyable. Le gouvernement chinois, j'en ai parlé, qui a centralisé un peu cette technologie et qui en fait une utilisation qui, disons par le prisme d'un citoyen européen, est un peu douteuse. Et disons qu'on aimerait bien éviter d'arriver à ce genre d'utilisation de la technologie dans nos pays, notamment pour surveiller les populations, notamment les minorités musulmanes, avec des choses assez terribles qui se passent. Bon, l'Europe, dans tout ça, est un peu à la traîne, d'un point de vue technologique, ou en avance. C'est la façon de voir les choses. Disons que l'Europe aimerait bien tenir cette place de grande sœur sage et de dire, voilà, c'est une technologie qui va avoir un impact sur la société qui est énorme. Et si on veut que ça dure, si on veut que ça fonctionne, il faut réfléchir.
à la façon dont on va adopter et dont on va transformer ces technologies pour qu'elles soient compatibles avec nos principes fondamentaux, notamment la démocratie, le respect de l'humain, et ça, c'est quelque chose qui, on va dire, concerne moins, visiblement, d'autres acteurs à l'étranger. L'Europe aimerait avoir cette place-là, aimerait dire, voilà, nous, on est prudent, on ne développe pas les choses, on a un principe de précaution, on dit, voilà, il faut y aller doucement, mais pour être sûr qu'il n'y ait pas un moment, une cassure profonde, qu'il n'y ait pas quelque chose, un pas trop important à faire pour revenir en arrière, quelque chose qu'on casserait définitivement. Aux États-Unis, en Chine, visiblement, les choses sont différentes. Je ne sais pas qui a raison, qui a tort. Je ne suis pas là pour prendre position de toute façon sur ce genre de débat. Mais là, voilà, il faut comprendre que cette chose existe. Alors, vu des États-Unis et de la Chine, très souvent, la position de l'Europe, elle est plutôt vue comme la position du troisième dans la course, qui est en train de dire « Ah bah ouais, mais vous allez un petit peu trop vite. Et il faudrait ralentir pour qu'on vous rattrape ». Moi, je pense qu'il y a une vraie question profonde. Et c'est sûr que j'espère aussi, grâce à cette présentation, vous poserez ces questions, ou en tout cas, si vous les posiez déjà, vous aurez plus d'arguments pour y réfléchir, mais il y a un vrai enjeu de faire survivre la démocratie dans un monde qui s'automatise de plus en plus, et où il y a une concentration de plus en plus importante d'une forme de pouvoir, hein, qui est liée ici à la technologie, aux mains d'intérêts privés ou d'intérêts qui devrait être d'intérêt général, mais on va dire qu'on peut douter que c'est l'intérêt général pour ce qui est de la question de la Chine. Alors, c'est un peu triste comme titre de transparent, surtout qu'on arrive en fin de présentation. Mais je pense que c'est assez réaliste de se dire quand même que on est entré dans une ère où la vie privée n'a plus beaucoup de sens. Et je pense que malheureusement, enfin, je dis malheureusement parce que j'ai vécu dans un monde où on avait encore une vie privée, et je regrette de la voir partir, mais peut-être que les nouvelles générations trouvent ça très bien. Mais voilà, on est vraiment arrivé à ce stade où, de toute façon, intelligence artificielle ou pas, euh, la question de l'intérêt général, la question vraiment de qu'est-ce qu'on doit faire qui est le mieux d'un point de vue moral pour les citoyens, pose de plus en plus sur la sellette la question de est-ce qu'on peut vraiment continuer à respecter la vie privée. Alors on voit en Chine, par exemple, c'est fait pour des raisons de sécurité, hein. Dans le débat public, souvent, ce qui est décidé, c'est que finalement, si ça permet d'améliorer la sécurité des gens, des citoyens, il n'y a pas de raison d'avoir une vie privée. Il faut supprimer la vie privée pour avoir de la sécurité. J'imagine qu'un tel discours passerait difficilement chez nous. On a une conception très différente de ça, et on a une expérience de l'histoire qui est différente aussi. Mais il y a d'autres critères que la sécurité. Notamment, j'ai parlé de la médecine. C'est quand même assez raisonnable de penser qu'on avancerait plus vite et on sauverait plus de vies si on avait plus de données médicales. Et si ces données médicales étaient utilisées de manière plus large que ce qu'elles le sont actuellement. Aujourd'hui, elles sont protégées, les données médicales, par les hôpitaux. Elles ne peuvent pas sortir sans votre accord, elles sont conservées un certain nombre d'années, ensuite elles sont détruites. C'est pour des bonnes raisons que toutes ces décisions ont été prises. Mais voilà, on peut se poser la question à long terme. Si on pouvait sauver des vies, si on pouvait limiter l'impact de certaines maladies et que ça coûtait le fait que voilà, il faut renoncer à certaines données privées, est-ce qu'on est prêt à passer le pas ou pas? Et moi, ma prédiction, c'est que le débat est malheureusement difficile à tenir. Au fur et à mesure qu'on avance, il y a des prouesses technologiques qui sont possibles, qui vont de plus en plus pousser les limites de ce débat. C'est-à-dire que le débat, quand il a été posé au départ de l'acquisition de données médicales, on ne voyait pas trop comment ces données médicales pouvaient être utilisées autrement que pour des mauvaises fins. Donc c'était assez clair en fait. On disait, ben voilà, on ne veut pas qu'on utilise ces données pour des choses qui ne devraient pas être utilisées. Aujourd'hui, on se rend compte qu'il y a peut-être des utilisations positives. Je ne sais pas si le terme est adéquat, mais vraiment le débat devient pressant sur
sur cette relation entre le respect de la liberté de chacun d'avoir une vie privée et l'intérêt général, notamment pour la santé d'autres, de partager ces données et de les mettre en commun. Donc j'ai mis ça à la mort programmée, un petit peu comme si c'était une tragédie inévitable et qu'on pourrait de toute façon, même en discutant, on ne pourra jamais l'éviter. Je ne sais pas si on est rendu à ce point-là, mais je pense que la question est notamment bien avancée à l'étranger. Hein. J'ai pris l'exemple de la Chine et de GAFA. Je ne sais pas si l'Europe pourra très longtemps tenir une autre ligne que celle qui devient dominante dans le monde. Et donc ça m'amène à ma dernière partie, donc celle sur laquelle je serai de toute façon de très loin le moins à l'aise, mais je voulais, je l'ai dit, encore en parler parce que c'est des sujets qui sont passionnants, qui me passionnent, mais en tant qu'enthousiaste, pas en tant que professionnel. Donc je vais en parler un petit peu. Quelque chose qui, moi, m'attriste au plus haut point, c'est l'impact que peut avoir la technologie sur l'éducation, sur l'accès à l'information. Vous avez peut-être fait l'expérience. Moi, je l'ai fait. J'ai passé 1 an au Canada récemment et en arrivant au Canada, je n'avais pas forcément connaissance des sources d'informations fiables que je connais en France. Et je voulais me renseigner sur les événements, sur bref, l'actualité dans le pays. Et j'ai regardé un peu ce que donnaient les fils d'actualité. Et j'ai été un peu traumatisé de mon expérience. J'ai très vite compris qu'en fait, il ne s'agissait pas du tout d'informer. Hein. L'objectif n'est pas de donner des informations utiles. L'objectif est de faire en sorte qu'on revienne régulièrement rechercher des informations à cet endroit-là pour qu'on ait des publicités, pour générer des revenus. Et c'est pas très différent de ce qui existait avant, si je le présente comme ça. C'est-à-dire que la télévision a toujours fait ça, les journaux d'une certaine manière le font. Il y a toujours cette question d'indépendance de l'information par rapport aux sources de financement de cette information. Là où ça devient inquiétant pour moi, c'est que il y a une capacité supplémentaire que l'intelligence artificielle donne de personnaliser cette information truquée ou biaisée pour chaque utilisateur. C'est-à-dire que autant avant, si vous aviez un journal qui était particulièrement clientéliste et qui avait tendance à vraiment donner une version des choses qui allait spécifiquement pour un public ciblé, le public, quelque part, était informé. Il se rendait bien compte des critiques qu'il y avait sur ce journal et sur la façon qu'il avait d'informer. Aujourd'hui, le problème, c'est qu'il n'y a pas une ligne éditoriale à critiquer. Il y en a autant que d'individus, puisque chaque fil d'information est personnalisé pour chaque profil d'utilisateur. Non seulement ça, mais il devient possible de générer des fausses informations à la volée. Et notamment, aujourd'hui, la technologie est là pour en une poignée de secondes, vous créez un faux article Wikipédia, vous créez des faux articles sur des faux sites qui ressemblent à s'y méprendre à des vrais sites d'information pour propager des idées qui sont fausses. Ça peut être à dessein, hein, ça peut être des gens qui sont mal intentionnés, qui cherchent à manipuler une opinion publique. Ça peut aussi être pour des raisons purement monétaires, hein, simplement pour vous faire cliquer sur des liens, vous faire regarder des publicités, et vous amener à une forme de dépendance par rapport à une plateforme que vous utilisez de temps en temps. Tout ça est très inquiétant, tout ça s'est développé très vite, à mon avis, beaucoup trop vite. Et aujourd'hui, on voit bien que dans plusieurs pays, y compris aux États-Unis, la question se pose de l'hégémonie des plateformes, notamment Facebook ou Google, pour prendre 2 exemples, mais ce n'est pas les seuls. Mais il y a une vraie question sur la façon dont ils peuvent corrompre l'opinion, dont ils peuvent propager des fausses informations qui ont potentiellement des effets dévastateurs sur les démocraties, parce qu'à partir du moment où les citoyens sont mal informés, ils votent mal. Et ça, c'est très très inquiétant, je trouve. On est tous victimes de ça, qu'on le veuille ou non. Et c'est pour l'instant très peu réglementé, malheureusement. Alors c'est lié à ce que je disais. Je disais, on est capable aujourd'hui de générer des fausses informations, mais pas que. La technologie d'intelligence artificielle, elle permet de faire des choses comme par exemple de manipuler des flux vidéo en temps réel,
pour coller des visages sur des scènes où ces visages n'étaient pas présents. Ici, vous avez un exemple d'un quelque chose qui est très connu, qu'on appelle le deepfake. Deep, c'est par rapport à l'apprentissage profond. Deep, c'est profond. Et fake, en anglais, ça veut dire c'est un faux, quoi. Ça a l'allure de quelque chose de vrai, mais c'est faux. Et donc, vous voyez ici, ce qui a été fait, c'est qu'il y a une vidéo à gauche. Alors, j'ai pas la vidéo ici, c'est juste une image fixe, mais il faut imaginer qu'il y a la vidéo qui bouge. Et à droite, vous avez la même vidéo où on a collé le visage d'une personne à partir juste d'une photo d'identité sur la personne qui parle. Et je vous encourage, hein, si vous êtes curieux, à aller regarder ce genre d'exemple de deepfake. On en trouve plein sur Internet. Et parfois, c'est mal fait, on voit vite la supercherie, mais parfois, c'est bluffant. Et on peut, comme ça, manipuler facilement une opinion, parce que ce qui va se passer dans l'avenir très proche, c'est qu'en fait, les gens vont avoir conscience que à peu près n'importe quelle vidéo qu'on leur présente pourrait véritablement être truquée. On le sait déjà, on sait déjà que les vidéos peuvent être truquées. Il y a déjà des vidéos qui passent où les gens disent ah ouais, non, mais c'est un fake, c'est un trucage. Sauf que ça va tellement se généraliser que concrètement, il va y avoir une suspicion permanente de est-ce que ce qu'on regarde est vrai ou est-ce que ce qu'on regarde est faux. Alors je sais bien que souvent quand je dis ça, les gens me disent mais oui, mais ça a existé depuis très longtemps, c'est pas nouveau. Je pense que ce qui est nouveau quand même, c'est l'échelle. C'est le fait qu'on peut générer ça pour chaque individu. C'est-à-dire que avant, pour que quelqu'un se donne le mal de faire comme ça un montage, il fallait quand même qu'il y ait un public cible suffisamment large, qui ait un intérêt, parce que ça prend du temps, c'est difficile à faire. Maintenant, demain, ce sera possible avec un clic d'algorithme. Donc, vraiment, je pense qu'il y a des choses qui sont en train de se passer qui sont potentiellement inquiétantes. On pourrait assez facilement, avec la technologie actuelle, cibler un individu et s'arranger pour lui faire croire tout un tas de choses qui sont fausses, tout en donnant l'allure du vrai et en rendant très difficile pour lui le fait de faire la différence entre ce qui est vrai et ce qui est faux. Et je pense que c'est beaucoup plus vrai aujourd'hui que ça ne l'était il y a 10 ou 15 ans. Et c'est un phénomène qui va s'accélérer. Et donc c'est un phénomène qui devrait nous interroger aussi sur notre rapport à la vérité, notre rapport à l'information et à l'éducation. Il faut s'attendre à ce que des manipulations, telles qu'on en a vu dans les années précédentes, on voit bien que depuis plusieurs années, on parle beaucoup de théories du complot, on parle beaucoup de supercheries qui sont organisées ou pas, hein, parfois c'est des gens de bonne foi qui déraillent un peu. Tout ça risque de se multiplier. Et peut-être que les jeunes générations seront plus armées parce qu'elles naissent avec l'habitude de ce genre de pratique. Mais il y a des générations comme la mienne hein, qui vont voir ça apparaître avec le temps et qui sont peut-être plus facilement trompées parce que elles ont appris que ça, c'était pas possible à faire et en fait, maintenant, c'est possible de le faire. Et tout ça va très vite. Donc, c'est un peu lié à ce que je disais avant avec l'accès à l'information. C'est une vraie menace pour les démocraties que d'avoir ces faux qui peuvent être générés à la volée pour un individu, donc personne d'autre le verra, donc personne ne pourra venir lui dire attention, ce que tu as vu tel jour, c'était faux. Et il va falloir être capable de faire la part des choses tout seul. Et ça va pas être simple, je pense. Bon, je vais terminer, parce que là, on est à plus d'1 h 30. Et peut-être que ça s'entend, mais ma voix commence à s'éteindre. Simplement en disant, je pense que le vrai enjeu, en fait, aujourd'hui, c'est de comprendre que nos sociétés, elles sont très anciennes, elles ont été construites sur l'épreuve du temps, elles ont été rendues plus robustes par des attaques incessantes, par des changements incessants, par des tas de choses. Aujourd'hui, véritablement, l'enjeu, c'est de vérifier que nos sociétés sont à l'épreuve d'un changement majeur et soudain lié à la technologie. Et il faut se poser la question, on a pensé la société par rapport à des personnes morales qui étaient des êtres humains, ou en tout cas qui étaient des entités constituées d'êtres humains. La société de demain, elle devra juger, elle devra légaliser le comportement d'algorithmes. Et ça, c'est très difficile. La question se pose, alors souvent on prend cet exemple parce qu'il est simple à concevoir, des voitures autonomes. Que se passe-t-il le jour où une voiture autonome renverse un piéton et le tue?
qui est responsable? Est-ce que c'est la personne qui est dans la voiture, qui aurait dû réagir, prendre le volant? Est-ce que c'est le constructeur, l'entreprise? Est-ce que c'est l'ingénieur qui a développé l'algorithme? C'est des questions qui, on voit bien, sont assez difficiles parce qu'on a pris l'habitude, en fait, dans nos sociétés de toujours donner la responsabilité à des humains. C'est toujours des humains qu'on juge. Et peut-être qu'en fait, tout ça n'est pas à l'épreuve de ce qui nous attend. Et je pense que vraiment, si je veux ouvrir dans cette fin de présentation des questions, c'est se poser cette question de est-ce que nos sociétés sont prêtes? Est-ce qu'elles sont prêtes demain à ce que des algorithmes créent des entreprises, des algorithmes fassent des opérations financières automatiques? Est-ce que des algorithmes manipulent l'information? Et qui faut-il considérer comme responsable dans ce cas-là? Comment fait-on pour agir? Comment fait-on pour éviter que ça se passe? Comment fait-on pour que l'humain reste en contrôle dans les démocraties de ce qui est en train de se passer? Et ça, je pense, c'est des questions très intéressantes, passionnantes. Comme je vous ai dit, c'est pas du tout ma spécialité, mais je crois que c'est vraiment une question que pose la technologie actuelle. Et donc vous, en tant que citoyen, c'est une question qu'il est légitime de se poser et qu'il faut, à mon avis, considérer quand on réfléchit à la façon dont on vote, la façon dont on conçoit la création des lois, le rapport avec le travail, le rapport avec les autres, en se rendant compte que bientôt, il y aura plus d'algorithmes, il y aura plus de machines, et elles feront partie de notre société d'une certaine manière. Alors tout ça conclut ma présentation. Je m'excuse d'avoir duré aussi longtemps. Je vous remercie pour ceux qui ont été patients et qui ont accepté de m'écouter jusqu'au bout. J'espère que vous avez trouvé ça quand même intéressant. En tout cas, j'aurais préféré, comme je l'ai dit, présenter tout ça devant vous. Ça aurait été probablement beaucoup, beaucoup plus intéressant. Mais voilà, n'hésitez pas à poser des questions dans les commentaires, n'hésitez pas à réagir. Ce que je vous ai donné, c'est un point de vue d'un scientifique, mais c'est certainement pas un exposé scientifique. C'est un exposé subjectif qui est lié à ma vision des choses, parce que j'évolue dans le domaine depuis des années et que je me pose des questions depuis des années. Mais très certainement, je n'ai pas une vérité infuse, je ne suis pas en train de vous donner une vérité, en tout cas admise par la communauté scientifique, je suis en train de vous donner mon opinion, et j'espère que ça vous fera réfléchir. Donc, le résumé, si vous devez retenir 3 choses à raconter de cette présentation. On parle d'une technologie qui est incroyablement récente à l'échelle des technologies, qui est très mal maîtrisée, on ne comprend pas trop comment ça marche, on ne sait pas trop où ça va et on ne sait pas trop qu'est-ce qu'on ne peut pas faire aujourd'hui. Si ce n'est, il y a des verrous qui, eux, sont clairement identifiés, qui font que il y a des choses qu'on ne peut pas faire aujourd'hui, mais on ne sait pas si on ne pourra pas les faire demain. Ce qui est sûr, c'est que ça a un potentiel énorme et que l'impact sur la société, même de la technologie actuelle, il est loin d'être atteint. Il va y avoir encore beaucoup de changements dans les années à venir. Il va y avoir des tas de métiers qui vont être impactés. Il va y avoir des tas au-delà des métiers, des tas de choses qui vont être impactées, même si la technologie reste à ce qu'elle est aujourd'hui. Et je pense que voilà, il est important que tous on se questionne sur ce rapport qu'on a avec les autres et sur la façon dont il va être changé, dont il va être modifié, pris en partie par des mécanismes automatiques. Donc voilà, donc je vous remercie de m'avoir écouté. Je vous souhaite très bonne année 2021 si vous regardez ça au moment de la sortie de la vidéo, c'est-à-dire tout début 2021. Et je vous dis peut-être à une prochaine fois, si on a l'occasion de refaire une conférence, cette fois-ci en vrai.